Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 8e partie de rétrospective Disney. Ça fait beaucoup déjà, mais dites-vous qu'on n'est même pas à la moitié, voire au tiers de cette rétrospective, donc on a encore un petit peu de chemin, mais je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de 5 nouveaux films. Je suis toujours accompagné de Cinéphage et de Mélanie. Vous les connaissez, ils sont beaux, intelligents, pertinents, comme d'habitude, enfin voilà. Et on va parler de 5 films aujourd'hui, 5 films qui sont tous très qualitatifs, notamment le premier qui s'appelle Le Retour de Jafar, premier film créé pour le marché de la vidéo, on en parlera juste après. Ensuite, on parleront de Dingo et Max, petit film méconnu de cette période, mais qui a tout de même une petite réputation chez certains fans. Et enfin, on parlera de 3 gros films, puisqu'on parlera d'abord de Pocahontas, une légende indienne. Ensuite, on parlerons du début de Pixar, ce qui me fait très plaisir, parce que j'adore Pixar, donc voir enfin du Pixar, ça fait plaisir. Et on commence du coup avec le premier Toy Story. Et on finira cette vidéo par l'un des plus grands classiques également de chez Disney, peut-être même l'un de mes préférés aussi, le bossu de Notre-Dame. Voilà, la France, Cocorico, la baguette. Mbappé. Voilà, donc on perd pas plus de temps, on commence tout de suite avec le moins bon film de la vidéo, on vous spoil, mais voilà, il n'y a pas trop de suspense sur ce film-là, puisqu'on va parler du premier film créé pour le marché de la vidéo, à savoir Le Retour de Jafar. Un film en exclusivité vidéo. C'est génial! C'est le retour de Jafar et c'est signé Disney. Donc, Le Retour de Jafar, c'est, comme dit durant l'introduction, le premier film conçu pour le marché de la vidéo, donc des marchés de la VHS, puis ensuite du DVD. Et c'est la suite du film Aladdin, bien évidemment, on retrouve le fameux méchant iconique Jafar. Et c'est un film, du coup, qui est très différent de ses prédécesseurs, puisque ce n'est pas un film conçu pour le cinéma, c'est un film conçu pour le marché de la vidéo, ce qui va, vous allez le voir, avoir une importance assez grande pour expliquer pourquoi le film n'est pas si réussi que ça, mais on en parlera juste après. Mon cher Cinéphage, peux-tu nous donner quelques petits détails sur ce film? Avant de vous donner quelques détails, j'aimerais vous lire la quatrième de jaquette, je ne sais pas si on dit ça, ou plutôt le dos de la jaquette, parce que du coup, sur cette VHS, vu que c'était la première fois, on avait ce petit logo Disney Vidéo Première, donc c'est pour marquer les exclusivités vidéo. Des films que vous ne pouviez pas voir en salle, et on sait pourquoi. Et donc du coup, vous avez un petit topo juste derrière pour vous expliquer quelle était cette nouvelle collection, et donc ça nous indique une toute nouvelle collection de films en exclusivité vidéo pour partager les nouvelles aventures de vos personnages préférés. Animation exceptionnelle, musique fabuleuse, humour décapant et émotion intense, un privilège vidéo que les studios Disney vous ont réservé. Voilà, ça c'est de la publicité mensongère, merci Disney. Donc en petite information, donc, comme tu disais, c'est le premier long métrage à sortir direct en vidéo, c'est un pilote de la série animée Aladdin, et Aladdin et le roi des voleurs, ce sera le dernier épisode, dernier grand épisode pour conclure la série. Il faut savoir que Robin Williams n'est pas revenu pour la VO. Et ouais, mais non, mais si. Parce qu'il était en froid avec Disney. Alors nous, on s'en fout parce que Richard Darbois assure toujours côté VF. Mais voilà, Robin Williams n'est pas présent dans le Retour de Jafar, il n'est pas présent non plus dans la série animée. Mais il reviendra pour Aladdin et le roi des voleurs. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Il faut savoir que Disney a bien fait de lancer cette marque d'exclusivité vidéo, puisqu'en tout cas, le Retour de Jafar, c'est une énorme vente en matière de VHS. C'est la plus grosse vente entre 1994 et 1997, puisque près de 10 millions d'exemplaires ont été écoulés pendant cette période-là. Et enfin, alors que la qualité de ce film est indéniable, il faut aussi rappeler que malheureusement, le film est incohérent. Aladdin a beau être en couple avec une princesse, il s'habille toujours en mendiant. Et le génie a beau être libre, il a quand même toujours ses bracelets parce que c'est so glamorous. Donc du coup, il les garde. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 10 millions de personnes qui ont subi ce supplice. C'est quand même Et triste oui, de enfin, se rendre compte. plus, parce que c'est 10 millions de foyers. 10 millions de foyers fiscaux qui ont été bafoués, traînés dans la boue par l'achat de cette immondice VHS qui devait coûter à l'époque, je ne sais pas, ça devait facilement être entre 300 et 400 francs. Ah oui, c'est beaucoup quand même. C'est Voilà, entre 40 et 60 euros. super investissement, vraiment, bravo les parents. Donc pour ce qui est du Retour de Jafar, vous voyez qu'on avait l'air un petit peu négatif dans notre introduction, mais est-ce que du coup, c'est parce que le film est mauvais ou pas?
Suspense, attention. Sachant que je suis le seul à ne pas avoir vu, en tout cas au moment où on faisait cette découverte, personnellement je n'avais pas vu ce film, au contraire de Mélanie et de Cinéphage. Je vais vous laisser parler en premier, peu importe qui c'est, Mélanie ou Cinéphage, pour me dire quelle a été votre expérience avec ce film, parce que vous l'avez vu assez jeune en plus, donc ça peut peut-être plus avoir une certaine résonance en vous, peut-être, je ne sais pas. Oui, bah quand tu le vois jeune, on va dire que ça passe. Tu vois pas tous les défauts et t'es juste content en fait de retrouver des personnages que t'as connus dans le premier. Hein. Tu revois Aladdin, des petites aventures, donc ça passe vraiment. Moi je l'ai vu petite, mais j'ai pas eu le souvenir de vraiment il était mauvais. Après je raffolais pas d'Aladdin en général, donc j'ai pas non plus regardé 50 fois. Et je l'ai pas revu depuis petite. Et en le voyant là pour l'émission, et ben il est vraiment moche quoi. Il est vraiment horrible. C'est vraiment un des pires qu'on a vu jusque-là. Tout sonne faux, tout est mal joué. Les personnages, ils ont plus du tout aucune cohérence avec leur propre personnalité. Je veux dire, on reconnaît pas Jasmine en tant que Jasmine. Aladdin, il se met à voler un trésor alors que c'est pas dans sa personnalité. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors, oui, t'as le perroquet qui change un peu qui évolue un petit peu, il fait un peu je veux changer de vie, mais je vais les trahir quand même, et en fait je m'en veux, il culpabilise et il aide à sauver tout le monde, mais à part ça, il n'y a vraiment rien à sauver dans le film. C'est vraiment nul et très très moche. Voilà, c'est tout ce que je retiens, c'est que c'était horrible. Très Voilà. positif, ok, je vois ça. Et Cinéphage, est-ce que tu contrebalances ça? Est-ce que tu trouves que c'est un grand film d'animation? C'est une merde. On va dire clairement, c'est la double peine hein, ce soir. Après, quand t'es gamin, tu vois pas trop les problèmes d'animation. C'est vrai qu'en plus, le premier film, même s'il se termine, te laissait un petit peu sur cette question de... Après tout, certes, Jafar, il est dans sa lampe, mais en soi, il suffit que quelqu'un la retrouve et la frotte, et puis c'est au début des emmerdes. D'où le fait que une suite n'était pas si idiote que ça. Malgré tout, je trouve que le film se plante dans beaucoup de choses qu'il entreprend. Je trouve que le retour de Jafar n'est pas aussi impressionnant qu'il pourrait être. Le combat de fin est d'ailleurs avec un meilleur style d'animation a vraiment été plus dingue, plus fou. Et pour le coup, ça a clairement vieilli, hein, ça a clairement pris un sacré coup de vieux. Déjà qu'à l'époque, c'était pas terrible, mais alors maintenant, voilà quoi. Et en plus de ça, le film, qui est plutôt court, hein, qui dure 1 heure à peu près, donne la part belle, non pas à Aladdin, non pas à Jasmine, qui est détestable, je trouve, dans cette suite. Mais enfin voilà, un truc de dingue. Le génie, voilà. Non, le personnage principal, c'est Iago. Et en fait, cette suite, c'est comment rendre un personnage ultra drôle, ultra insupportable. Parce que dans cette suite, la seule chose que tu as envie de faire quand tu vois Iago, c'est prendre une carabine et de fusiller ce piaf, quoi. Tu n'en peux plus. Les chansons sont insupportables, il ne fait plus rire, la voix est encore plus énervante que dans Aladdin, alors que dans Aladdin, vu que c'était quelques phrases, c'était vraiment là pour appuyer le côté comique, le côté sarcastique de certaines séquences. Là, ça marche pas du tout. Et le film ne repose quasiment que sur ces vannes-là. Donc, c'est catastrophique. Voilà. C'est vraiment ni fait ni à faire. On est clairement sur l'une des pires suites de Disney. Croyez-moi, on n'a pas encore tout vu. Enfin, si, nous, on a tout vu, mais on n'a pas encore tout revu. Mais il y a encore quelque chose qui va se passer. Il y a encore des choses assez exécrables que nous allons voir. Mais je crois qu'en termes d'animation, le retour de Jafar est le pire. Non, il y a La Belle et la Bête 2. Il est très très moche aussi. Dans mes souvenirs, il n'était pas si moche que ça. Mesdames et messieurs, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir ma tête liquéfiée. Voilà. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est toujours très positif comme retour, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Et de mon côté, bah, je vais rester dans le positif, écoutez, parce que vraiment c'est un très mauvais film. C'est pas parce que tu changes de ton que ça va glorifier le truc. Hein. Dès que ça passe, hein, je sais pas.
Oui, bah en effet, c'est déjà effectivement, qu'est-ce que c'est moche, mon Dieu. Ça va pas non plus arracher les yeux, mais vraiment, c'est comparé au film précédent qui était Aladdin, on est vraiment sur la première ébauche et la version finie, quoi. C'est une sorte de version un peu comme s'il n'était pas fini. Digne d'une série télé, bah, d'ailleurs, ça explique pourquoi c'est le pilote. Ah, et surtout, petite précision quand même, si j'ai oublié de préciser, je suis incapable de pouvoir vous dire à quel moment la production du film a commencé. Je suppose à la suite d'Aladin, mais peut-être même moins. Je pense véritablement que le film est sorti en 94, ça se peut, ils ont mis qu'un an pour prendre ça. Hein. Peut-être moins. Oui, ou c'est même les stagiaires qui ont, qui ont fait la suite, je sais pas. C'est bâclé, comme tu dis, c'est bâclé. Hein. Ouais, Ça sent bâclé. C'est des Bah, et amateurs, surtout en au fait. niveau des personnages, tout ça, t'as l'impression qu'ils ont pas évolué. Bah, ça, c'est quand même con. Quoi. Ils ont même régressé. Bah, oui, ça, c'est qu'en fait, ils ont les statuts du précédent film, entre guillemets. Ils sont rois dans le palais, etc. Sauf que Jasmine, avant, c'était une femme qui se battait pour ses idéaux, qui, voilà, etc. Maintenant, c'est vraiment un pot de fleurs. Désolé de le dire, mais dans ce film-là, c'est vraiment. Elle est là. C'est la princesse, excusez-moi du mot, c'est la princesse un peu connasse quand même. Bah, dans le film, elle n'est pas super. Voilà, on a l'impression que c'est vraiment pas le même personnage, c'est assez fou. Puis même pour les autres personnages, hein, Aladdin, pareil, effectivement, il est un peu con ce mec. Enfin, justement, il a un prix de morale. Oui, pour oui, les Aladdin films est complètement con. Bah, en fait, ils sont. Bon, il était déjà au premier. À la limite, Oui, c'est le mais- génie qui passe mais là, à il est peu encore plus près, con. mais on va dire Oui, le qu'il est là pour génie, faire on le joli, retrouve. quoi. Le génie, on le retrouve. Après, j'ai ma théorie de pourquoi Aladdin a gardé sa tenue et le génie aussi, bon, il a gardé les bracelets. C'est peut-être pour petit, mieux les reconnaître. Parce que petit, tu fais pas la différence entre le premier et le deuxième. Tu veux juste voir Aladdin. Aladdin, il a la tenue comme ça, quoi. Il a la tenue de Souillon. Et peut-être voilà. qu'ils aiment bien avoir ces tenues-là et que c'est tout. Moi, Enfin, j'ai une voilà, autre idée. on juge pas. Vas-y, J'ai c'est une quoi ton autre idée? idée. C'est juste que les mecs, ils ont dit écoutez, on a trop peu de temps, on va reprendre les mêmes vêtements que dans le premier, on va pas en inventer d'autres. Ah oui, 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 clairement, c'est. Bah, je sens que c'est un film qui a été fait pour le marché de la vidéo, qui est là juste pour combler, entre guillemets, un peu. Enfin, pour créer une nouvelle dynamique d'entreprise, et pas forcément c'est fait même pas par, qu'on a- par passion, quoi. Si vous voyez ce que Ah je oui, veux non, mais dire. c'est même pas qu'on a reculé de 10 ans, c'est que de tous ceux qu'on a parlé en cette vidéo, c'est le plus moche. On peut dire dans toute la rétrospective. Après, on en reparlera. Pour Jusque-là. moi, je pense, Jusque-là. jusque-là, c'est sûr. Après, il y a un film avec un poulet en 3D, vous verrez, c'est quelque chose, ça aussi. Mais ça, Commence par là, Chicken. Voilà. ça finit par Little. Donc voilà, pour ce qui est de ce retour de Jafar, on a l'impression que nous sommes tous les trois. Pouf. Je pense qu'on va Abattus. passer à la suite, hein. Pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est un film qui a été principalement créé pour le marché vidéo, qui n'avait pas beaucoup plus d'ambition. Oui, mon cher cinéphage. Si vous ne l'avez pas vu, ne le voyez pas. Non, c'est pas nécessaire. Franchement, à part si vous faites un marathon comme nous, que vous voulez Et- tout découvrir par la culture, pourquoi pas. Mais sinon, non. Franchement, c'est pas- on en reparlera à la prochaine émission, mais je crois que vous pouvez faire Aladdin et tout de suite Aladdin le roi des voleurs. Je crois que ça passe crème. Hein. Parce qu'on va le revoir. Juste, vous très connaissez vite. pas le sort de Jafar, alors que là, pour le coup, Jafar, il reviendra plus. Hein, c'est clair. Donc voilà pour ce retour de Jafar, un film ultra oubliable et aussi très mauvais au passage. Voilà. On va en avoir d'ailleurs plusieurs des suites oubliables et assez mauvaises de ce que j'ai entendu, mais je les ai pas vues, donc je vais pas juger à l'emporte-pièce. On verra bien le moment voulu. On enchaîne avec un autre film qui, lui aussi, est un peu méconnu, mais un petit peu plus réputé malgré tout, parce que il a acquis une certaine réputation avec les années. Déjà au début, il était relativement bien apprécié, mais c'est vrai que c'est un film qui, j'ai l'impression, au fil des années, commence à gagner un petit statut de film, je dirais pas culte, mais un film qui a su marquer une génération par ses thématiques, par tout ce qui est raconté dedans. Trêve de suspense, ce film-là, c'est Dingo et Max. Dans le dessin animé le plus fou et le plus drôle de l'année. Dingo et Max. Donc Dingo et Max, sorti en 1995 aux États-Unis et en 1996 en France, comme je l'ai dit juste avant d'évoquer son cas. C'est un film qui
a acquis au fil des années une certaine réputation pour son discours sur les relations père-fils, notamment qui sont au cœur du film. Mon cher cinéphage, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors c'est un petit peu particulier parce que beaucoup de gens pensent que Dingo et Max c'est un film sorti directement en vidéo et à tort et par erreur, puisque le film était bel et bien sorti au cinéma, sortie estivale d'ailleurs si je me souviens bien. C'est la suite de la série La Bande à Dingo qui était diffusée de 92 à 93. Donc la production de ce film a été enclenchée en 93 et donc s'est achevée en 1995. Donc déjà 2 ans de production, donc déjà un petit peu plus de travail que le film précédent. Une grande partie du film a été animée à Montreuil, en France. Cocorico, Mbappé, Mbappé, croissant et pain au chocolat. baguette, ouais. La plus grande difficulté pour l'équipe de Montreuil, ça a été la synchronisation labiale et du coup d'essayer d'animer des bouches pour des voix anglaises. Parce que du coup, voilà, quand t'es français, ben, t'animes plutôt quelqu'un qui va parler avec des mots français et non, il fallait, voilà, c'était toute la subtilité. Pour ceux, les amoureux de la technique, vous serez très contents. Il y a des personnages de la bande à Dingo qui sont totalement absents du film, en particulier 2 personnages féminins que sont la femme et la fille de Pat. Dans le film, on voit seulement Pat et son fils. Je pense que c'est simplement pour une histoire de comparatif, de comparaison et de compétition entre Dingo et Pat. C'est vrai que ça colle un peu mieux la dynamique des 4 pour vraiment voir la différence d'éducation sur les filles. Et enfin, aussi, le film est tellement une particularité qu'il a été quand même produit par 3 boîtes: Walt Disney Animation, Walt Disney Télévision Animation et Disney Movie Toon. Donc, voilà. Mais ça explique que ce film a un statut un peu particulier et surtout a une production value un peu plus élevée que d'autres films qu'on parlera et qu'on connu le plus gros de leur carrière en vidéo. Ok, très bien. Et du coup, vous étiez, vous l'avez déjà vu avant tous les deux. Peut-être pas Non, je Mélanie, le non? Non découvrais, plus. moi. Oui. Ah, il y a que Eh bien- moi qui ai grandi avec. Je propose Mélanie, tu commences et après j'enchaînerai et on finira par Cinéphage qui nous parlera de son rapport à ce film. Alors, j'ai plutôt bien aimé. Mhm. J'étais agréablement surprise. Voilà. C'était assez chouette. J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé l'histoire assez classique. Hein. Du coup, le père un peu vieux jeu et puis le jeune qui veut vivre sa vie. Mais ça reste intemporel et je trouvais l'histoire du voyage du coup bien amenée. Avec différentes activités, cette histoire de cartes aussi, j'ai trouvé ça assez sympa. Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire. Ah si, j'avais noté que tout le long du film, on se rend compte que quand même les personnages ont un peu tous les deux raison dans leur position. Et c'était difficile au final de prendre parti pour l'un. Alors c'est peut-être parce que je suis plus une ado et je suis pas encore parent, mais voilà, il y avait l'empathie était un peu dure à avoir au début en tout cas, avoir de la sympathie pour l'un ou pour l'autre. Mais sinon j'ai bien aimé comment ça se finit, qu'au final l'éducation positive fonctionne. Donc c'était assez chouette comme film, j'ai bien aimé. Donc jolie découverte pour moi. Alors de mon côté, j'ai détesté mon visionnage. Non, je dirais conne, t'inquiète, il n'est pas, ça va bien se passer. Il a eu peur quand même, il a eu un petit coup de pression, attention. Non, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est un film qui, comme le dit Mélanie, a un propos qui est, je pense, intemporel. C'est-à-dire la relation entre un père et son fils. Et c'est vrai que je pense que n'importe qui qui a des relations particulières avec son père ou quoi, peut s'identifier un petit peu avec cette façon de dépeindre justement cette complicité, mais aussi cet affrontement qu'on va avoir aussi par moment. Et la bonne idée, effectivement, c'est d'avoir mis le personnage de Pat, parce que ça permet de comparer 2 éducations différentes, montrer que il y en a une qui a ses avantages, une qui a ses défauts, etc. Et quand même une qui ressort un petit peu mieux, qui est plus difficile, certes, à mettre en place, mais qui au final sur le long terme est peut-être meilleure pour l'enfant et même aussi pour le papa en l'occurrence. Mais au-delà de ça, il y a
Une animation que j'ai trouvé plutôt jolie, franchement, vraiment qui marche toujours très très bien. Un humour qui fonctionne d'enfer également. Il y a beaucoup de passages que je trouve très très drôles et qui fonctionnent à merveille, notamment classique, hein, mais le moment où le papa veut un petit peu se la jouer un petit peu jeune et du coup il met un petit peu la honte à son fils. C'est des passages qui sont assez drôles parce que bah, on a tous un petit peu, je pense, eu un petit peu ça. Donc on s'identifie en plus de trouver ça drôle parce que c'est un petit peu exagéré, parce que ça reste un film Disney, donc évidemment ils en rajoutent un petit peu. Et les musiques également sont plutôt cool, franchement. On a une sorte de pop star un petit peu qu'on retrouve au début, à la fin, etc. Qui a des chansons vraiment cool. Ça marche très très bien également. Cinéphage a l'air de valider complètement ce que je dis, donc voilà, il adore. Il y a aussi des répliques que j'ai trouvé vraiment assez belles dans ce qui était écrit. Un passage sur la fin où il y a le garçon qui lui dit moi je veux juste vivre ma vie, et t'as Dingo qui lui dit non mais moi je veux juste en faire partie, c'est tout. Et là je fais ah. J'avais adoré aussi la scène, la mise en scène avec la navigation où du coup ils se disputent un peu, il y a un choix en fait à faire et tout, et je trouvais la métaphore très bien faite. Ouais. Non, il est vraiment bien. Qui symbolise le choix parce que du Dingo, gamin. Dingo sait qu'il lui ment, donc oui, en plus, et là il est hyper touchant d'ailleurs, Dingo. Ouais. On sent toute la déception qu'il a, et il dit rien et tout, et vraiment c'est bien fait quoi. C'est vrai qu'il est très bien écrit. C'est limite très adulte. Parce qu'il est à la fois au début très c'est du Dingo, donc il est drôle, il est bon enfant, etc. Mais ils arrivent à trouver le ton qui est parfait, je trouve, dans le sens où on perd pas de son humour, de sa personnalité, qui ça reste Dingo, mais on lui apporte une certaine maturité, parce que ça reste un papa qui veut essayer de bien éduquer son fils. Il y a des passages, comme vous l'avez dit, qui ressortent bien en termes de gravité, on va dire, et qui fonctionnent très bien, sans pour autant altérer la personnalité de ces personnages. Donc c'est vraiment un film que j'ai trouvé très maîtrisé, de A à Z. J'ai pas grand chose à lui reprocher. C'est un excellent divertissement à découvrir, même encore aujourd'hui, c'est vraiment super. Franchement, c'est un très très bon film. Et mon cher cinéphage, est-ce que tu vas valider nos propos ou il y a le suspense? Attention. Je suis ravi que pour une fois, une découverte que moi j'apprécie, gamin, que vous validiez aussi. À vrai dire, j'aimais bien ce film quand j'étais gamin. Je l'ai vu pas mal de fois. Mais le redécouvrir, parce que je l'avais clairement pas vu depuis que j'étais gamin, le redécouvrir m'a fait me rendre compte à quel point j'avais jamais, normalement, c'est normal, gamin d'avoir tilté, à quel point il est d'une écriture irréprochable. Je trouve que ce qu'il dit sur la paternité est très belle, très forte, et que Dingo, enfin faire de Dingo, qui est quand même le personnage loufoque, gaguesque par excellence, un père complètement largué qui sent que il est en train de perdre son fils et qui veut tout faire pour recréer un lien avant que cela se termine. Mais je trouve que c'est une idée géniale, risquée mais géniale, et je trouve qu'elle fonctionne du feu de Dieu. Voilà, c'est beau, c'est touchant. En même temps, c'est très trépidant. La séquence de l'accident, quand ils vont finir sur la rivière, enfin, on garde quand même cet esprit gaguesque de Dingo, mais avec quelque chose, un sens de l'impressionnant encore plus développé. Et puis, comme Mélanie, on est partagé entre à la fois Dingo qui voilà, ne cherche qu'à retrouver l'amour de son fils, et à la fois un fils qui cherche juste à se démarquer de son père qui prend peut-être un peu trop de place. D'où la séquence cauchemardesque du début qui m'avait beaucoup impressionné gamin, où Max se transforme en Dingo. Donc c'est un simple fait d'avoir peur d'être comme son père. Voilà, je trouve que c'est parfaitement bien réussi. Les chansons sont géniales, en particulier celle de Tevin Campbell, qui est donc la personne qui double cette pop star dont toute ressemblance avec Prince est purement fortuite, mais voilà, les deux tubes, parce que moi je trouve ça c'est des tubes, hein, Eye to Eye et Stand Out, enfin je les avais oubliés, mais alors là, depuis que j'ai revu ce film, ça fait 1 mois que je ne mets pas en boucle, j'adore. Et il faut quand même savoir qu'il y a quand même des conventions de fans, genre à la D23 et tout ça, il y a D23 il y a 4 ans je crois, ils avaient fait un panel
Dingo et Max, parce que c'était l'anniversaire du film Dingo et Max. Il faut quand même savoir que c'est le panel qui a ramené le plus de monde à cette heure-là, à un tel point qu'ils n'avaient pas prévu autant de places pour la session. Et du coup, il y avait tous les acteurs qui doublaient à l'époque, et il y a Tevin Campbell qui a débarqué et qui a interprété ces deux tubes. Enfin, les vidéos sont sur YouTube, c'est génial. Et à cette époque-là, ils avaient dit que possiblement, il y aurait peut-être en tout cas, c'était sur les rails, peut-être un Dingo et Max 3. Vous, du coup, vous n'avez pas encore vu le 2. Le 2 qui, dans mes souvenirs, était assez sympathique, mais maintenant, j'ai peur en me disant que peut-être qu'il faisait un peu redite sur le message. Mais à voir, parce que l'intrigue du 2, c'est que Max entre à l'université et Dingo décide au même moment de reprendre ses études. Donc, ils sont tous les deux à l'université. J'ai très très hâte de le revoir, du coup, Dingo et Max 2, pour savoir si ça a bien marché. Mais en tout cas, Dingo et Max, une excellente redécouverte. Et véritablement, c'est un film, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le sur Disney+. Ça vaut largement une place parmi les classiques Disney, ce qui n'en est pas. Mais je pense clairement qu'il le mériterait. D'ailleurs, pour l'anecdote, le film a été en partie censuré à la télévision. Et oui. Alors oui. Oui, parce que Dis-moi notamment, pourquoi. il y a une séquence du film, lorsque Max sort énervé du parc d'attractions avec Oui. tout le truc. Voilà. Il y a une séquence où il croise un personnage en costume et il lui donne une gifle. Et à ce moment-là, sa tête se retourne. Il s'en va avec la tête retournée. Et ben, figurez-vous qu'ils ont considéré que c'était peut-être un peu trop violent pour nos jeunes bambins. Ce qui fait que dans certaines versions du film à la télévision, vous n'avez pas cette séquence. Voilà. Parce qu'ils ont considéré que c'était un peu trop violent. Je voulais partager ça parce que les censures de la part de chez Disney, notamment d'ailleurs sur Disney+, on parlera du Lilo et Stitch à un moment donné parce que ça c'est quand même un truc assez marrant. La boîte à pizza, pour ceux qui savent l'anecdote, et sinon vous découvrirez ça le moment venu. Et oui, mesdames Voilà. et messieurs, ne mettez pas vos enfants dans le lave-linge. Donc voilà, pour ce Dingo et Max, vous l'aurez compris, pour nous deux, Mélanie et moi, c'était une excellente découverte. Et pour Cinéphage, c'est un excellent film qu'il a pris, pour lequel il garde un excellent souvenir et qu'il a pris beaucoup de plaisir à revoir. Et du coup, nous vous le conseillons fortement, parce que c'est vraiment À tout âge. à tout âge, vraiment à tout âge pour le coup. Ça m'a fait penser limite d'ailleurs un petit peu à du Pixar, dans ce sens-là. Je trouvais que c'était Mais totalement, j'ai même eu l'impression que Pixar avait pompé. Hein. Non, mais par contre, c'est vrai que tu sens que peut-être qu'il y avait moins de pression que pour un Disney classique. Et les mecs se sont dit, on va peut-être prendre un petit peu plus de risques. Donc si vous voulez voir un film qui se donne à fond et qui parle très bien des relations père-fils, n'hésitez pas à regarder Dingo et Max, excellent divertissement, méconnu de chez Disney, alors qu'il mériterait plus d'attention que certains films du studio classiques, on va dire. Tout à fait. Voilà. On passe désormais au prochain film, et alors là, arrêtez tout. Et vous savez, Cinéphage a beaucoup de classiques dans sa vie, des classiques Disney, etc. Mais je crois, je vais pas m'avancer, mais je crois que c'est celui-là, c'est le classique. Il est amoureux, Il vraiment. est amoureux de ce film. Il a tous les exemplaires d'Allemagne, d'Hongrie, de tout. Il les a tous. Non, ça je pense pas, mais j'ai voulu un petit peu accentuer le Pocahontas. Et oui, il a vendu la mèche, puisqu'en effet, on va parler de l'un des plus grands classiques de chez Disney, à savoir Pocahontas. L'air du Pocahontas, le grand classique de Walt Disney en vidéo. Donc Pocahontas, une légende indienne sortie en 1995, aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est donc, comme dit précédemment, l'un des plus gros classiques Disney et aussi un film que Cinéphage aime un petit peu. Globalement, voilà, c'est un film qu'il apprécie dans les grandes lignes. Est-ce qu'il d'ailleurs, toi qui apprécies un petit peu ce petit film, peut nous en dire un petit peu plus? Alors, Pocahontas, eh bien, la production a été quasiment effectuée en même temps que Le Roi Lion. Elle a commencé en 1990 et s'est terminée en 1995. C'est un premier Disney sur un personnage historique. Parce que oui, Pocahontas a existé, sa vie n'a strictement peu de rapport avec ce que vous voyez dans le film. Mais on s'en fiche. Il faut savoir aussi que Pocahontas, dans le film, a les traits de Naomi Campbell. Et oui, vous l'avez bien évidemment reconnu. Et que c'est considéré comme l'un des plus difficiles à produire en termes d'animation, alors que le personnage est lui cité comme étant l'un des plus beaux et l'un des plus réalistes chez Disney. Je ne peux qu'être d'accord avec eux. Si Pocahontas
existait et passait à côté de moi, voilà, je lui demanderai son 06, bien évidemment. Il faut savoir C'était que pas à l'époque. son silex. Il faut savoir que Mel Gibson double John Smith en VO et qu'il chante lui-même. Donc c'est l'un des rares films, voire peut-être le seul, mais je vais dire l'un des rares parce que je ne connais pas toute la filmo de Mel Gibson. Mais en tout cas, c'est un des rares films où vous pouvez entendre Mel Gibson chanter. Et si je ne m'abuse, il se débrouille plutôt bien. Ensuite, il faut savoir que Meiko n'était pas prévu en animaux de compagnie, alors que c'est sans doute l'un des plus drôles de chez Disney, il est adorable, tout le monde rêve d'avoir un raton laveur comme lui. Eh bien non, à la base, ils avaient réfléchi à une dinde qui s'appelait Red Feather. Je pense qu'ils sont bien faits de faire un raton laveur, une dinde, voilà. Bah, c'est pas très vendeur en peluche. Hein. Il faut aussi savoir que Pocahontas remporta l'Oscar de la meilleure musique, mais bien évidemment. Pas mérité. Comment tu dis? Pardon, j'ai Voilà. oublié, excuse-moi. Et il remportera aussi celui de la meilleure chanson originale pour L'air du vent, Pas mérité. écrit par Alan Menken et Stephen Schwartz, que l'on retrouvera un petit peu plus tard dans la soirée. Ce sont deux dieux vivants pour moi, voilà. Ah ouais, donc voilà pour ce qui est de l'histoire de Pocahontas, un film qui, malgré tout, l'amour que beaucoup de gens lui portent, a quand même une certaine, je dirais pas polémique, mais attire certains débats, notamment autour de la réécriture historique du personnage, et notamment tout ce qui va tourner autour de la culture amérindienne. Ça a pu poser débat et problème, notamment je crois d'ailleurs que certaines nations amérindiennes n'ont vraiment pas apprécié le film justement pour cette représentation. Ça c'est l'un des trucs on va dire qu'il y a derrière le film et qui peut encore susciter débat encore aujourd'hui. Mais qu'en est-il du film en lui-même? Est-ce que vous l'appréciez ou non? Je vais commencer si vous voulez, comme ça j'ouvre le bal tranquillement. Et puis tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc, Tu l'avais déjà vu ou pas? Je l'avais déjà vu. Les 3 prochains, je les ai vus. Tout va bien, ça c'était déjà vu. Et j'en avais un très bon souvenir. Et écoutez, ça ne change pas forcément. C'est toujours un excellent Disney qui n'a pas tant pris de ride que ça. Notamment au niveau de sa... Je pense que la séquence en termes d'animation qui m'a plus fait waouh, c'est le début. Quand tu as le plan sur les petits... je crois que c'est pas des radeaux le terme. Je crois pas que c'est des radeaux, mais... Canoës. Voilà, des canoës, merci, je suis très très nul. C'est comme ça, mais bon, du coup, on a un plan qui avance, un petit peu comme on l'avait dans Bernard et Bianca 2, si vous vous Avec souvenez, les arbres. le truc qui, voilà. Et là, on a les arbres, un mélange avec la 3D et la 2D avec des couleurs qui ressortent complètement. Là, j'avoue, j'ai fait ok. Je m'incline, bravo. Ça va continuer comme ça durant tout le film, même si je pourrais émettre un défaut qui m'est peut-être purement personnel, je trouve que certains décors sont un petit peu trop plats par moment. Je trouve. Manque de relief en tout cas. Par moment, il y a pas mal de décors que je trouve qui manquent un peu de vie derrière, de trucs qui ressortent un petit peu. Voilà, c'est ce que j'ai pensé après. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire, ça me fera plaisir. Notamment cinéphile, je vais le faire dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Mais sinon, en dehors de ça, les musiques sont toutes excellentes. Voilà, par contre, autant il y a certains films où je peux dire qu'il y en a 2-3 qui ressortent, là je pense que toutes les musiques de ce film sont folles, sont marquantes, ont des mélodies qui restent en tête, ont des paroles qui ont du sens, sont importantes dans la narration, qui varient aussi les styles, parce qu'on a des musiques assez rigolotes entre guillemets, parce qu'il y a quand même un sous-texte un peu pas terrible, mais sur le méchant, la chanson du méchant est quand même assez enjouée et fonctionne plutôt bien. Et évidemment L'air du vent, classique absolu de chez Disney que tout le monde connaît par cœur, mais toutes les musiques du film, les sauvages, tout ça, c'est quelque chose qui marche bien, qui a un très bon rythme. Et il y a une magnifique histoire d'amour, de magnifiques personnages, quelque chose de vraiment unique. Il n'y a pas d'autres films chez Disney qui est comme Pocahontas, je dirais. Qui est vraiment une aura dans ce film, dans tout ce qui tourne autour. Certes, je comprends les défauts liés à l'adaptation de l'histoire réelle de Pocahontas. Je comprends pourquoi les gens on se reproche, parce qu'on pourrait reprocher peut-être une trop grande personnification du mal, dans le sens où c'est un seul grand méchant à la fin qui se fait taper, un petit peu d'échouer à la fin comme n'importe quel Disney, mais du coup ça peut donner l'impression qu'on prend pas le sujet, qu'on lui dit en gros non mais c'est parce qu'il y avait qu'une ou deux personnes qui étaient méchantes, mais sinon le reste des gens ils étaient gentils avec les Indiens, tout ça, et peut-être que c'est peut-être pour ça je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont été un petit peu
déçu par le traitement de cette histoire. Après, c'est des thématiques que je ne maîtrise pas complètement et c'est pour ça que je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est peut-être l'impression, en tout cas, que ça me donne quand je vois le film. Mais en dehors de ça, c'est un excellent film d'animation qui se regarde encore avec grand plaisir aujourd'hui. Mélanie, on finira par Cinéphage parce que là, je pense que là, surtout celui-là, il faut qu'on finisse par Cinéphage. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais Pocahontas n'a jamais été mon préféré. Alors qu'il est fabuleux. Voilà. Ça bon, tu t'es rattrapé. Ah oui. J'ai prévu mon coup. En fait, j'avais vraiment un souvenir de l'histoire d'amour est trop facile. Jasmine, c'est un misogyne. Je sais pas, j'avais pas le bon souvenir du film. Je comprenais pas tout le propos, je pense. En fait, c'est vraiment bien amené. Tu comprends que Pocahontas, elle a un ressenti depuis plusieurs jours, que quelque chose va arriver, qu'elle cherche l'amour, etc. Et que Smith, au final, il a quand même une belle évolution dans le sens de Pocahontas et de tout son peuple d'ailleurs. Et vraiment, en fait, il est super beau. L'animation super belle, l'histoire super belle. La chanson L'air du vent qui est toujours d'actualité. J'ai envie de dire que c'est toujours le propre de l'humain de considérer la Terre comme de la poussière. Et vraiment, ouais, comme tu as dit, Ciné-Show, toutes les musiques ont résonné en moi dans des souvenirs et tout. Je les connaissais en fait et elles marchent super bien. Et les animaux aussi, les petits animaux, ils sont très drôles. Même le petit chien qui au final va vivre dans la forêt. Je trouve ça très mignon. Et il y a peut-être Mamie Feuillage qui me fait un peu peur des fois. Elle m'a toujours impressionnée petite et ça change pas. Je trouve le design toujours un peu particulier, mais avec la voix d'Annie Cordy. Mais voilà. Sinon, oui, il est vraiment super. J'ai pas trouvé de défaut spécialement et je sais pas pourquoi c'est pas un classique plus marquant dans la tête des petites filles, dans les classiques Disney, etc. C'est vraiment un des films qu'on parle moins, je trouve. C'est une des princesses qu'on parle moins. Et je sais pas pourquoi, parce que vraiment, peut-être que le thème est trop adulte, je sais pas, ou trop historique peut-être aussi. Alors que vraiment, faut le voir adulte, il est vraiment chouette et c'est même une porte d'entrée pour s'intéresser à l'histoire des Indiens d'Amérique, je trouve. Voilà. Donc, j'étais ravie. Très bien, donc de nouveau positif. Et on va finir par un avis qui, je pense, sera à peu près dans la même lignée, voire un petit peu plus enjoué. Cinéphage, je t'en prie, c'est ton moment. Alors, ça va être très simple. C'est mon Disney préféré. C'est même mon 3e film préféré de tous les temps. J'ai une fascination sans borne. Et en plus, ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a un autre film un peu plus tard où vraiment j'ai quasiment la même chose. Il y a 2-3 petits détails techniques qui sont pour moi un petit peu moindres, mais on en reviendra. Mais Pocahontas, je suis à chaque fois fasciné par le visuel. Comme tu dis, les décors, la nature. Alors, justement, toi, ce que tu considères comme vide, moi, je considère ça comme logique. Parce que, bon, certes, d'un point de vue technique, ils pouvaient pas non plus faire des décors tout le temps extraordinaires, mais ça passe dans ce film-là, comparé au prochain, on en parlera un peu plus tard, parce que c'est la nature. Parce que tu peux te contenter d'avoir juste des arbres derrière, machin, tout ça. Ça passe, tu n'es pas déboussolé, alors que, on verra un peu plus tard, t'as les rues de Paris qui sont totalement vides, des fois tu fais... Voilà. Mais c'est moins dérangé, c'est bizarre quand même. Ouais, mais je t'avoue que d'habitude j'étais pas dérangé et en le revoyant hier, ça m'a un peu dérangé. Mais Pocahontas, voilà, des visuels sublimes, la nature, des plans dingues. T'as vraiment une narration visuelle formidable. Le plan où tu as Pocahontas qui regarde John Smith du haut d'un arbre, enfin c'est magnifique. On dirait limite une panthère qui va sauter. Qui va en faire qu'une bouchée, enfin, oh là là. On va partir sur un vocabulaire. Tu vois, il est amoureux, il est attention, pas amoureux du film. Attention les jeunes, cachez les enfants. Non, mais voilà, il y a quelque chose qui est assez, qui est magnifique. Le plan aussi de John Smith qui arme son arme avec juste la petite lumière de la mèche de son fusil, et puis la séquence où ils se rencontrent avec la brume de l'eau et où on voit juste le visage de Pocahontas avec le vent dans les cheveux. Mais enfin,
mais c'est absolument magnifique. Et en plus de ça, je trouve que cette histoire d'amour est l'une de celles qui me font le plus mal au cœur de l'histoire du cinéma. Il y en a une autre, c'est mon film préféré de tous les temps qui me flingue chaque fois en termes d'histoire d'amour. Je trouve que les histoires d'amour C'est lequel ton tragiques sont film? C'est lequel ce film? Dis-moi tout. C'est un James Bond, c'est Casino Ah. Royale. En fait, les histoires d'amour tragiques me marquent toujours, et là, je trouve que c'est, encore une fois, c'est tellement bien écrit, c'est écrit finement. John Smith a une vraie progression, même s'il reste dès le départ le colon un peu plus ouvert, on va dire, par rapport aux autres. Il ne reste quand même que c'est quelqu'un qui est... Il est un peu plus curieux. Non, il a été embauché pour tuer des Indiens, donc ouvert, je sais pas. Mais... Oui, mais en fait, il est... Tu vois qu'il n'est pas là juste pour... il veut quand même essayer d'apprendre... Enfin, tu vois, il est là pour apprendre qui est son ennemi avant de le tuer directement. Oui, Une mais sorte est-ce qu'il le fait pas parce qu'il rencontre Pocahontas, il rencontre une fille, ça aurait été un mec qui lui aurait peut-être tiré dessus direct, tu vois. Possible. Mais bon, C'est le pouvoir de ne saura l'amour. pas. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est celui qui a... Certes, il est là pour tuer, mais c'est celui qui, dès le départ, a peut-être le plus de respect, enfin, qui est le plus enclin à avoir du respect pour son ennemi que les autres qui sont vraiment là en se disant on va arriver sur un territoire où il y a... Enfin, il compare vraiment les Indiens à des sauvages, à la limite de la vermine, des moins que rien. C'est les paroles de la chanson. Et ce qui est fort, c'est qu'en plus d'avoir cette magnifique histoire romantique, on a ces thèmes très actuels qui sont traités. C'est pas juste là pour faire joli. On a clairement le thème du racisme, on a clairement le thème de comment on se doit d'apprendre ce qu'on ne connaît pas et essayer de comprendre ce qu'on ne connaît pas avant de juger. Et certes, je comprends le côté il n'y a qu'un seul grand méchant, mais en même temps, je trouve que on est en 1995. Peu de films avant ça, alors il y a eu Danse avec les loups, qui a clairement ouvert la voie, ça c'est clair et net, mais peu de films avant ça avaient montré l'Indien comme l'égal, voire même supérieur aux colons, et dans le terme compréhension et même intelligence. Enfin, humanité surtout. Et je trouve que le film, ça en ressort clairement, et c'est d'autant plus formidable que du coup, il y a un message où on peut dire qu'il y a quand même des colons qui restent, mais il y a un message de paix où ils vont essayer de vivre ensemble. Donc, voilà, ça reste un message positif. C'est peut-être pas assez précis pour les gens qui critiquent ce film-là, mais pour un film d'animation très grand public, en 1995, je trouve quand même que c'est assez remarquable et que c'est assez bien mené. Qu'est-ce que je n'ai pas dit que j'adore sur ce film? La fin me fait tout le temps chialer. Je suis capable de vous faire la musique de fin à la note près. Je la connais par cœur, la musique de l'adieu, je la trouve complètement dingue. En plus, qui reprend ensuite la musique de l'air du vent avec ce salut, les feuilles, enfin, voilà. C'est pas possible de ne pas avoir les poils qui se dressent à chaque fois que j'entends cette musique et je vois cette séquence. Ce que je veux dire, c'est un sommet d'émotion. Certes, elle aurait pu partir avec lui. Ça donnera lieu à une suite absolument exécrable bientôt. Mais c'est très bien qu'elle soit pas partie avec lui. C'est très bien. On m'a dit que la suite Oui. était vraiment une honte absolue. D'un point de vue scénario, en tout cas. En fait, ça c'est plus proche de la réalité, mais c'est complètement incohérent avec ce que tu as vu dans le premier film. Et donc voilà, franchement, Pocahontas, c'est un film que je vous invite à revoir. Voilà, les chansons sont géniales, les personnages sont très bien écrits, c'est assez mature. Il y a quand même des gens qui meurent, qui se prennent des balles, C'est vrai. qui se relèvent pas. C'est voilà, je peux le maintenir. Nous ne verrons plus jamais ça chez Disney, c'est clair et net. Et comme on en reparlera après avec le bossu de Notre-Dame, c'est là qu'on peut voir que à l'époque, dans les années 90, Disney se rendait compte que les adultes étaient un public qu'il ne fallait pas oublier et que clairement il y avait une cible à atteindre. Là où clairement, maintenant, on a le sentiment que Disney prend les adultes comme des anciens enfants, alors qu'il faut les prendre pour des adultes. Voilà.
passons au moment débat. On en reparlera un petit peu plus tard, mais enfin d'autres Ah, vidéos. il pose les fondations du débat qu'on va avoir au fil des années, je pense. Voilà. Des films qui vont défiler. Et pour aussi, voir si, surtout, c'est que même je pourrais même dire plus, c'est que les Disney de maintenant parlent aux adultes comme s'ils étaient des enfants, alors que les Disney des années 90 parlaient aux enfants comme des adultes à en devenir. Et je trouve que c'était le plus intéressant. Et que ça permet d'avoir des films que tu peux revoir plusieurs fois, même en grandissant, et c'est toujours pertinent. Et tu n'as pas ce sentiment en voyant Pocahontas en disant « je regarde un film pour gamins ». Mais il y en a beaucoup, Voilà. il y en a beaucoup où ils comprennent pas pourquoi on regarde encore des Disney à notre âge, etc. Alors que il y a quand même les Pixar, il y a quand même des notions qui parlent encore aujourd'hui, quoi, qui sont importantes. À mon humble avis, Pixar est une exception dans le cas Disney parce que Pixar, ils ont toujours, et pour moi, ils l'ont toujours gardé, en dehors de quelques mini-exceptions de certains films, ils ont toujours gardé cette ligne directrice, voire parler même plus aux adultes qu'aux enfants, limite, par moment. Notamment, c'est le cas sur l'un de mes, si ce n'est mon Pixar préféré. Oui, On en parlera à la fin, mais Soul, pour moi, est un immense chef-d'œuvre sur ce dont ça parle, mais un film qui n'était pas forcément On va accessible en pour les parler. enfants. on va reparler de Soul. Oh Et- là Bon, après, c'est à charge de revanche. J'ai critiqué certains de tes films préférés. Voilà, ce sera ton moment. J'aime bien Soul. J'aime bien Soul. Il y a juste pour moi un choix narratif au milieu qui est... Mais ça, on n'y est pas parce que ça, c'est dans pouf, Non, dans un très petit longtemps. moment. Mais voilà, Pocahontas, je trouve que voilà, c'est intemporel, c'est formidable, c'est extraordinaire. Je suis amoureux de Pocahontas. Cette femme est absolument géniale. Et en termes d'écriture, une héroïne Disney. Après, les héroïnes Disney ont quand même généralement, enfin le plus souvent, été très bien écrits. Mais là, d'autant plus que il y avait cette difficulté de rendre en plus hommage à une personnalité historique. Et je trouve que ça a été fait de bien belle manière. Il y a eu d'autres adaptations de Pocahontas peut finalement reflète est assez proche de la réalité, puisque quand même à la base, John Smith et Pocahontas n'ont pas eu d'histoire d'amour, puisque John Smith avait quand même facilement plus de 30 ans de plus que Pocahontas, et il y avait plus une histoire de père-fille, de substitution en fait. C'est pour ça que dans la vraie vie, elle n'a pas fini avec John Smith. Mais voilà, sinon, en adaptation de Pocahontas, je conseillerais aux gens de voir Le Nouveau Monde de Terrence Malick, qui est quand même un magnifique film, même si encore c'est assez éloigné de la réalité, puisque même si la fin est kiff-kiff, il y a une histoire d'amour avec John Smith et tout ça, et une sorte de triangle amoureux avec John Smith. Et j'ai oublié John Cliff, je sais plus comment il s'appelle, le deuxième. Mais voilà, Le Nouveau Monde, si vous voulez voir un film Pocahontas, mais pour le coup, je serais assez client de voir ce que Disney pourrait faire avec un remake live action. Je pense Why qu'ils ne le not? feront jamais. Mais Pour ils une le simple feront raison, jamais c'est parce que vu les débats que ça, justement, dont je parlais, ils vont jamais le faire. Jamais. c'est clair. Parce qu'ils auront trop C'est peur clair. de se faire. Au risque d'édulcorer, Voilà. un film qui n'est quand même pas si choquant. Parce que je crois que c'est le seul film, ou en tout cas l'un des seuls films Disney, on va dire, de cette période et même après, où il y a encore aujourd'hui certains. Je dirais pas, oui, encore une fois, il y a certains débats autour du film. Je crois que c'est le seul. Hein. En tout cas, des récents de ce que il me semble. Enfin bref. Ah, franchement, Dans tous les j'invite cas, les gens à le redécouvrir. J'invite les gens à aussi à lui redonner une chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'avaient pas apprécié enfant et moi-même c'était mon cas parce que ça se finissait mal. D'ailleurs, apparemment, à l'époque de sa sortie, le film n'a pas été non plus un immense succès critique parce que justement, il y avait Le Roi Lion oui. juste avant. Ça, alors, ça a été un succès. Ça a été un succès, mais en fait, mais pas autant que Le Disney, Roi oui. Lion, évidemment. Voilà. Disney, il misait pas tant que ça sur Le Roi Lion, alors qu'en fait, ça a été son plus gros succès. À l'inverse, il misait presque tout sur Pocahontas, et au final, ça a été un succès, mais pas aussi gros que Le Roi Lion, en tout cas, à son époque. Mais ça reste un film qui a très bien vieilli, qui encore aujourd'hui garde son statut de film culte de chez Disney et qui ne l'a pas volé, clairement. Voilà. Et qui impressionne par sa maturité et son vocabulaire très adulte, comme un autre film qui nous parlerons après. D'ailleurs, en parlant de maturité, tu fais très bien l'introduction parce que nous allons parler. Et ça me fait très plaisir parce qu'on va enfin parler de ce studio. La raison, en plus de découvrir les anciens Disney, mais la raison pourquoi je voulais faire cette rétrospective, c'est parce que
On va enfin parler de Pixar en long et en travers. Oh là 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 là, pendant des semaines, ça va être formidable. Il Oh aura là fallu 8 épisodes, tu te rends compte? T'as tenu 8 8 épisodes. épisodes avant d'attendre ça. Voilà. Et encore, il n'y a qu'un film, mais on commence par directement l'un de leurs plus gros classiques, le tout premier, The First One Pixar, qui, dès le début, a été un succès planétaire. Un film culte des années 90. Je parle, bien évidemment, de Toy Story. Direction l'infini et au-delà. Toy Story. Attention devant. Si. Donc Toy Story sorti en 1995 aux États-Unis et en 1996 en France, vous l'aurez compris, comme je l'ai dit juste avant, c'est le tout premier film de chez Pixar Animation Studios. Et donc ça me fait très plaisir de commencer avec ce tout premier film. Mon cher cinéphile, est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes du coup à la fois sur la création du film, mais aussi du coup parce que c'est un petit peu lié à la création du studio peut-être, parce que c'est aussi lié. Alors, je suis pas allé trop dans la création du studio Pas trop Pixar, non plus, mais en tout cas... je t'avoue. Le film a commencé sa production en 1992. Les studios Pixar existaient depuis 1986-85 même. Ça faisait 10 ans. Leur premier court-métrage, Luxo Junior, très très drôle, très amusant, où on a du coup la petite lampe qui saute sur un ballon et qui Et oui. écrase. Il y a aussi Le Joueur d'échecs, qui est un court-métrage absolument formidable, qui a eu des Oscars d'ailleurs. Mais là, du coup, Toy Story, 1995, premier film en infographie, premier film entièrement en animation par ordinateur. Et c'est quand même assez formidable de se dire que le premier film en animation par ordinateur est un chef-d'œuvre. Quand même, il y avait un risque assez dingue, mais ils ont réussi leur pari. Alors, le film devait être à la base d'ailleurs avec Teeny, du court-métrage Teeny Toy, le petit personnage avec le chapeau rouge qui faisait, voilà, qui était pourchassé par un bébé dans le court-métrage. Donc ça devait être Teeny Toy et une marionnette, puisqu'on gardait cet aspect vieux jouet, nouveau jouet. Le problème, c'est qu'ils se sont dit, comment une marionnette peut être le jouet préféré d'un enfant? C'est pas faux. Ensuite, ils ont pensé à un G.I. Joe, sauf qu'Hasbro leur a dit niet. Donc il n'y a pas eu de G.I. Joe. Ils ont pensé à mettre des Barbie, mais Mattel a dit niet. Après, ils verront que, oh, ça a bien marché. Mais oui, volontiers, nous acceptons parfaitement que Barbie Toy apparaisse Story dans 3, Toy Story. allez. Toy Story 3 et même dans Toy Story 2, tu vois des Barbie. Ah ouais? J'avais oublié ça. Et oui, tu as oublié cette magnifique séquence qui est désormais censurée sur Disney+, où Papy Ah bon? Pépite accueille dans sa boîte 2 Barbie. Elle est censurée? Elle est censurée sur Disney+, oui, Non. parce que maintenant on considère que c'est un comportement de gros dégueulasse. Mais au pire, ils font comme d'habitude, ils mettent leur petit texte au début, et puis voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Hein, T'inquiète, dans le Blu-ray, ça y est. Même je l'ai pas. Je l'ai pas encore. Attends, mais t'es un fan de Toy Story, t'as pas les Blu-ray, mais Alors, fonce, mon ami. Figure-toi, on en parlera après, mais que je suis dans les Pixar, c'est pas mes préférés, Toy Story. Ah, Vraiment pas. oui, alors, J'aime beaucoup, Ah, hein, ça, j'avoue, ce c'est serait génial quand même, hein, mais... j'en reviendrai après, mais j'ai un attachement très particulier avec ce film. Et Pixar était très simple sur l'idée, il ne voulait pas du tout de contes de fées ni de comédie musicale. C'est pour ça qu'on a quand même des chansons qui font avancer un peu l'histoire d'une certaine manière, enfin qui habillent l'ambiance, on va dire, et un contexte un peu trop subtil que certains publics ne pourraient pas comprendre. Mais globalement, ça, je parle des publics enfants, hein, pas des idiots. Parce que je t'ai vu faire le drôle de tête. Le studio Disney a d'abord refusé le premier storyboard. Il a refusé catégoriquement en disant que Woody était un personnage insupportable. Pixar a donc tenu tête et a proposé beaucoup mieux 2 semaines après, et du coup ça a été validé. Mais Disney voulait carrément stopper la production et dire que Toy Story devait s'arrêter complètement. Il faut aussi savoir que Joss Whedon a participé au scénario de Toy Story. Joss Whedon, réalisateur d'Avengers, mais aussi créateur de Buffy contre les vampires et Angel. Et notre cher ami Katzenberg, vous vous souvenez de Katzenberg, hein, partir là-bas, c'est de la merde, enfin voilà, les trucs comme ça. Eh bien, il trouvait qu'il fallait absolument bannir le mot toy du titre. Voilà. Quoi? Pourquoi? Voilà, le mot toy du titre, c'était Story. Ouais, c'est Story 1, Story 2... Non, il fallait trouver autre chose, mais il fallait enlever le mot jouet. Voilà. Décidément, ce mec est con. Voilà.
Mais Surtout, c'est pourquoi. Encore, pourquoi pas, mais... tu sens que c'était le mec pour dire, voilà, j'ai dit un truc, voilà. Je veux imposer mon Vous avez autorité, vu, j'ai même si j'ai rien participé à au dire. processus créatif, j'ai dit Voilà. un truc. Donc, Voilà, c'est tout pour moi. Mais c'est Et très évidemment, bien. c'est un succès. C'est un succès. bah oui, Ah. c'est un succès, Tony Truant, tout le monde se rappelle, hein, c'est... Alors, cette VHS, comme vous pouvez le voir, est particulièrement usée. Ouais. J'ai poncé cette VHS. Mais alors, par contre, celle-ci fonctionne encore, alors que certaines que j'ai poncées ne fonctionnent plus. Celle-ci, enfin, après, je l'ai pas essayé depuis des années, mais dans les souvenirs, elle fonctionnait encore. J'ai adoré Toy Story. Toy Story, c'était vraiment mon dessin animé de chevet quand j'étais gamin. Le personnage de Woody, j'en suis encore absolument fan. D'ailleurs, c'est mon avatar sur Disney+. Pour moi, ça me semblait évident. J'ai eu aussi la chance d'avoir été un enfant à ces époques-là, et du coup, d'avoir les jouets Toy Story en vrai. Moi J'avais aussi, du coup mais- j'avais aussi Woody, hein, fais pas genre. Hein. Mais j'avais et j'ai toujours un oncle américain, et du coup, c'est lui qui me les achetait, du coup, j'avais les jouets américains. C'est-à-dire que j'ai le Woody qui parle en anglais avec la voix du frère de Tom Hanks, parce que c'était le frère de Tom Hanks qui doublait les jouets, parce que Tom Hanks n'avait pas le temps pour doubler les jouets. Et Buzz l'éclair qui dit Infinity and Beyond. Alors maintenant, il fait, vu qu'il est un peu fatigué, c'est. Voilà. J'avais ça, j'avais un Rex qui reste encore l'un des personnages qui me fait le plus rire au monde. C'était fait peur. Enfin voilà, j'adore ce personnage. Et l'idée d'avoir inversé, enfin d'avoir rendu un T-Rex qui est une des créatures les plus effrayantes en idiot total, qui fait pas du tout peur, qui gerbe dès qu'il voit le bras de Buzz l'éclair détaché, enfin c'est génial. Monsieur Patate qui est un aigri de première, qui me fait mourir de rire quand il attend de savoir qu'est-ce qui va être déballé en cadeau, qui dit bah, j'espère une Madame Patate, il dit bah quoi on peut rêver quoi. Enfin, c'est génial. Et j'avais oublié et me dire putain mais c'est vrai quand même que c'est ultra référencé et quand même un humour très adulte. Le mouvement de Monsieur Patate quand on essaie de lui parler et qu'il veut dire ouais cause toujours, qui met ses lèvres sur ses fesses en mode kiss my ass. Et alors ça, Oui. ça c'est quand même génial. Ça, c'est fou quand même. Ça me fait vraiment énormément rire. Tirelire aussi avec sa voix. Genre, j'adore, c'est extraordinaire. Buzz l'éclair, Richard Darbois, voix extraordinaire. J'adore c'est quand il se met à voler qu'il fait le peu comme ça. Ça peut mourir de rire. Oui. Ah non, mais la voix de Richard Darbois est dingue. Woody est pour moi un personnage qui est tout en boule de nerfs et tout ça. Et d'ailleurs, Tom Hanks s'expliquait qu'à chaque fois qu'il finissait une session d'enregistrement de la voix de Tom Hanks, de la voix de Woody, il était obligé, quand il rentrait chez lui, de mettre un seau de glace sur sa poitrine. Parce qu'en fait, il fait tout avec le diaphragme, avec l'énervement. Il est tout le temps comme ça. Et il dit qu'à la fin d'une journée, mais c'est ultra épuisant, quoi. Alors que bon, je pense qu'à la fin d'une journée de Rex, ça va. Chill, ça. Certes, on pourrait trouver que le personnage de Woody est insupportable, mais je trouve que là encore, le thème est assez mature et la peur de l'abandon, la peur de devenir has-been aussi, à un certain côté, la peur d'être délaissé, ben, c'est quelque chose que nous, même en tant qu'adultes, on peut ressentir et qu'on peut craindre. Et en même temps, on a aussi le personnage de Buzz l'éclair qui a son propre thème qui est aussi intéressant, c'est l'acceptation de sa condition. Donc, on pourrait même aller jusqu'à dire l'acceptation de sa propre mort, mais bon, ça ne va pas jusque-là. Mais l'acceptation de n'être pas un héros, de n'être qu'un simple jouet, et donc nous, de se dire que nous sommes qu'un simple humain, c'est une période où on est tous passés. J'espère que vous y êtes passés. Si vous y êtes encore, bonne chance à vous. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'on doit surpasser, qui est un moment assez dur. Et puis, il y a aussi ce fait d'avoir un enfant qui joue avec ses jouets, qui s'invente plein d'histoires, qui a une imagination débordante, sans doute pour compenser un quotidien peut-être un peu morose, l'absence du père. Voilà. On n'en parle pas, mais ça se fait quand même un peu ressentir. Mais là aussi, très progressiste de la part de Disney, enfin surtout de la part de Pixar, puisque mettre en avant, alors certes on la voit pas beaucoup, mais mettre en avant quand même une mère célibataire qui se débrouille toute seule
à élever ses 2 enfants et qui se débrouille plutôt bien. Elle s'en fout des jouets, mais elle se débrouille très très bien pour ses enfants. C'est quand même assez novateur pour l'époque et assez avant-gardiste. Et surtout, je crois qu'à l'époque, ça n'avait même pas tant que ça chamboulé, alors que je pense que maintenant, Pixar sortirait un genre de film, les gens diraient « Ah, c'est woke, machin ». Non, pas du tout, c'est normal. Enfin, voilà. Donc, je trouve que Pixar, dès le début, dès son premier film, montre qu'il peut combiner histoire, on va dire, avec des rebondissements plutôt simples, enfin accessibles aux enfants, avec un humour référencé, avec des thèmes assez matures, et le tout passe crème, et du coup, le tout est assez accessible pour tout le monde. Au côté bémol, parce que j'adore Toy Story, pour moi, ce sont les meilleurs Pixar. Le premier a un petit peu vieilli visuellement. Évidemment, il a quand même bientôt 30 ans. Et forcément, voilà. Les jouets, ça passe. Andy, 30 ans après, t'as un peu l'impression qu'il a chopé la Projaria, quoi. Enfin, tu vois, c'est Le pire, c'est sa sœur, la petite sœur. Oh, elle fait trop peur. En plus, c'est une des premiers visages que tu vois. Woody aussi fait des gueules parfois. Oui, mais ça passe parce que c'est un jouet. Mais oui, c'est vrai que des fois, il y a des gueules. Mais ça passe parce que c'est un côté cartoon. Alors que les humains, t'es là, oulala, on les voit peu, mais ne nous les montre pas trop. Oula, quelle horreur. Et puis, il y a certains aspects du décor où tu vois que t'as l'impression que la vidéo a pas chargé. Enfin, c'est ce qui m'a choqué, c'est quand ils ouvrent le toit enfin, la vitre arrière du Patrol, enfin, du Toyota Pizza Planet, et enfin, la vitre est dégueulasse. C'est du gros pixel bien gras, quoi. Mais enfin bref, voilà, c'est du détail. L'histoire est tellement formidable. Un film aussi qui fait peur. Les séquences de jouets de Sid qui sortent du plumard, cette tête de bébé avec des pattes d'araignée métallique, nom de Dieu. Et puis, moi, elle m'avait fait très peur, hein, petite. Et ben moi, gamin, étrangement, ça m'avait pas fait peur. Ce qui m'avait fait peur, c'était les soldats morts-vivants qui sortent oui, du stable à la fin, mais c'est affreux, quoi. Affreux. Et c'est Sid qui est affreux, surtout. Mais Sid, un sale gosse absolument détestable. Puis la scène où il donne le jouet à son chien et qu'il le déchire comme ça. Ah ouais. Tu te mets à la place t'as Woody qui fait un malaise. Oui. D'ailleurs, ça, ce sont les meilleurs personnages du film, les extraterrestres. Le grappin. Un étranger venu d'ailleurs. Au revoir, mes amis. Je m'en vais vers un monde meilleur. Bref, c'est à voir et à revoir avec toute la famille. C'est un classique, un chef-d'œuvre. Mais un chef-d'œuvre qui sera dépassé par ses suites, et ça c'est quand même assez rare de le dire. Même Quentin Tarantino l'a dit la semaine dernière. Alors par contre, lui n'a pas vu le 4 et se refuse de voir le 4, mais il considère que la trilogie Toy Story est absolument parfaite, et que comme la trilogie du dollar, le 2 éclate le premier, et le 3 réussit à éclater le 2. Et il dit c'est absolument extraordinaire. On vérifiera ça à l'avenir, puisque nous en reparlerons en temps voulu. Mélanie, de ton côté, est-ce que tu valides Toy Story ou au contraire tu trouves que c'est genre l'un des pires films de tous les temps, genre? Ah non, quand même. Non, je penserais pas ça. Non, c'est un... Alors, j'ai jamais été très fan de Toy Story, ça me parlait pas beaucoup petite, enfant en tout cas, c'était pas un que je regardais, mais j'ai pris plaisir à le revoir plus grand, plus vieille même. Et en fait, celui qui me reste le plus en mémoire et je pense qu'il est le mieux, c'est le 2, au final. Oui. Voilà, le premier annonce la couleur, quoi. Vraiment, c'est un bon premier, mais une bonne porte ouverte à Pixar, mais c'est vrai que le 2... Moi et mon frère, j'avais le jouet, du cheval, qui venait de chez McDo, par contre, pas de mon oncle américain, mais voilà. Moi, j'avais le petit cheval. Pile-poil. Alors, j'ai jamais eu Pile-poil. J'ai eu Jessie, j'ai jamais eu Pile-poil. Ah bah, j'aurais pu te le donner. Voilà. J'ai donné à moi aussi. Hein. Mais j'aimerais bien y retrouver, et limite, j'ai l'impression, je me dis, c'est tellement des objets maintenant de collection, quoi. Après, mais moi, c'était des jouets McDo que j'avais gagné au Happy Meal, je crois. Ah non, alors quoi, moi c'était vraiment les jouets, taille Barbie, quoi. C'était vraiment les grosses figurines. Ah non, j'avais un plus petit, moi. Articulé et tout, hein.
Bah non, il est Avec anti. les boutons, les ailes rétractables, le machin, enfin, c'est clair. Ah, mais tu parles de Buzz, là. Ouais, de base. T'étais sur le Mais non, cheval. le cheval encore. aussi, les ailes rétractables. Ah oui, bien sûr. C'est une saga qui marche bien. C'est toujours un peu les mêmes choses. C'est des actions. En fait, ce qui est très marquant dans ces films, c'est de voir comment, en tant que taille de jouet, t'arrives à t'en sortir dans des situations merdiques, souvent. Et du coup, je trouve ça très sympa. C'est juste vraiment le passage de voir les humains, c'est vraiment horrible à passer, je trouve. Mais après, une fois que t'es bien dans l'univers des jouets, c'est assez cool, ouais. Le travail d'échelle est bien fait, ouais, c'est vrai. Voilà. Bah, d'ailleurs, Ça, le ça, fait c'est de bien. pas trop voir les humains, je pense que c'est aussi ils ont été intelligents, ils se sont dit on ne sait pas trop bien les faire, venez, on monte Oui. surtout les jouets et Que on des se jouets. sert du fait qu'on filme à hauteur de jouets, que du coup on montre à peine les humains parce que oui, on les montre souvent que les jambes. Quand tu vois les gosses arriver, tu vois Ouais. que les jambes, tu vois pas les visages. Mais en plus, il y a des jouets quand même qui parlent à tout le monde. Je pense que Monsieur Patate, tout le monde en a eu à peu près. Le chien ressort aussi. Tout le monde a eu son jouet préféré de super-héros ou de poupée. Le et tout. babyphone, Voilà, le phone. Oui, machin, oui. je l'avais. Moi aussi, j'avais le même. Et voilà, après, ça me rend presque triste ces genres de films parce que j'ai pas l'impression que les gamins d'aujourd'hui jouent autant. Ouais, Parce vrai. que vraiment, il se faisait Andy, il se faisait des histoires de fou, quoi. Avec tous ses jouets, avec tout plein de décors et tout. Et moi, ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais petite, mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas je sais pas, mais est-ce que ça marcherait, ce genre de film, est-ce qu'il marcherait s'il sortait aujourd'hui? Je sais pas. La réponse est oui, Toy Story 4, 1 milliard aussi, mais la question Oui, c'est les adultes, c'est ceux qui ont grandi avec Toy Story qui Ouais. payent et qui y vont. J'ai peur que oui, il y ait plus d'adultes que d'enfants qui sont allés le voir, mais... Mais je suis du coup curieux du 5e volet qui du coup est confirmé et parlera de la confrontation entre les jouets et le numérique. Ah, ça peut être C'est vrai que ça peut être intéressant, pertinent. Ouais. comme ça, oui. Parce qu'au final, le dernier, c'est une redite du premier, parce que c'est encore un jouet qui ne se pense pas jouet, quoi. Enfin bon, Bah, c'est Il avec n'aurait jamais Woody pu qui veut exister. absolument prendre sous ses ailes et puis qui pense être amené d'une mission. Des fois, il est c'est chiant, l'inverse Woody. finalement, c'est un miroir au premier Ouais. finalement, et Woody qui endosse en fait, vu qu'il ne peut plus être le père de substitution d'une certaine manière d'Andy, trouve un autre enfant, personne de cuichette, fourchette, je sais plus comment ça s'appelait. Et il y a quand même des thèmes sur la paternité qui sont intéressants, mais En fait, le film, bon, on en parlera entre volets, pour moi le film est très oui. bien, mais totalement indispensable. Pour moi, il est vraiment pas nécessaire, à mon humble avis. Mais C'est le film pour terminer l'arc de Woody. La fin du en fait. 3 était tellement parfaite Oui. que je vois pas l'intérêt du 4. Mais bref, on en parlera en temps voulu, parce que là, on est en coproduit. J'ai jamais revu aussi, hein, donc faudrait que je le revoie. Ouais, moi aussi. Mais c'est dur de parler de Toy Story sans parler de tout en fait. C'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu de cette... Les 4 pour moi sont vraiment... c'est très important pour moi. À voir et revoir, à montrer à ses enfants, à part, oui, qu'il est très très vieux, quoi, les images, voilà, mais l'ambiance est bien, ouais. J'ai bien aimé. En tant que gros fanat de Pixar, qui n'est pas du tout objectif, à mon humble avis, aucun Pixar n'est mauvais. Hein. Le pire Pixar est moyen plus, pour moi. Eh ben, Le premier Toy Story, qu'on m'a offert d'ailleurs il y a quelques jours, mon anniversaire. Donc merci à la personne, Julien se reconnaîtra. Donc merci à lui, ça fait plaisir. merci Julien. Merci Julien, voilà. T'aurais pu offrir le 2 aussi. Oui, bah allez. Mais du coup, ce premier Toy Story, alors en fait, paradoxalement, c'est un film qui m'a beaucoup marqué petit. Il m'a marqué quand même malgré tout, mais c'est surtout mon grand frère en fait. Mon grand frère, il était fan absolu de ce film. C'est vraiment son film. Je pense que c'est le film de son enfance. Il a lui aussi. Excuse-moi, il est de quel âge? Enfin, Mon grand frère a 24. Ouais, donc oui, c'est... Enfin, oui. Si, oui, 25. 2000, ouais. 25, pardon. Du coup, c'est vraiment ce film-là qui, pour lui, moi, c'est un autre Pixar dont on parlera plus tard, qui vraiment est le film que j'ai le plus vu de ma vie. Vraiment, je l'ai regardé tout le temps. Mais ce Toy Story, c'est surtout, ça m'a marqué grâce à mon grand frère. On a une VHS, nous aussi, hein, qu'on a beaucoup regardé.
énormément. On doit d'ailleurs encore l'avoir dans le placard, à mon avis, quelque part. Mais du coup, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup de sympathie par rapport à mon grand frère et qu'à revoir encore aujourd'hui, c'est un film qui est vraiment excellent et qui pose particulièrement bien les bases à la fois de la saga Toy Story, parce que comme vous l'avez dit, les suites surpasseront entre guillemets le premier film qui était déjà excellent, mais qui arrivera à rajouter un petit truc en plus, sauf le 4. Mais du coup, il y a quelque chose qui fonctionne très bien dans ce premier film, aussi bien pour poser les bases de Toy Story, mais aussi de Pixar, en fait. Tu retrouves tout Pixar dans ce film-là, là, à la fois la double lecture, l'humour référencé, le rythme qui est impeccable, vraiment, tu t'ennuies pas une seule seconde devant ce film, c'est millimétré à chaque fois, c'est assez impeccable. On a de l'émotion, une vraie bonne émotion, et qui touche à des thématiques qui peuvent peut-être encore plus toucher, je dirais, peut-être les gens. Parce que je trouve, en tout cas, à titre personnel, Pixar m'a souvent plus parlé, parce qu'il parle de thématiques peut-être un peu plus... Je sais pas comment intime. dire, mais ouais, intime, c'est ça. Les Disney parlent de thématiques qui sont quand même touchantes. On a tous voilà. rêvé que nos jouets soient vrais. Ah, déjà, rien que le concept du film, faut avoir l'idée. Faut se dire, Oui, mais la c'était personne qui a évident. expliqué, c'était fou. Faut avoir l'idée, mais en fait, c'était évident de faire. C'était évident, mais personne tu l'a fais eu un jusqu'à film là. pour gamin, tu fais un film pour gamin, tu fais vivre les jouets. Enfin, c'est logique. Après, il y a ça, et en même temps, tu te dis... Enfin, moi, je me dis, mais est-ce que j'avais l'idée avant, ou est-ce que c'est ce film-là qui m'a mis le doute en me disant, ça se peut, mes jouets ont une vraie vie, quoi. Bah ça, mon grand frère avait pensé vraiment que quand il était petit, que ses jouets parlaient, et qui du coup, il regardait à travers la porte pour voir si... si il était Ah, mais couché ou gamin, pas. mais moi aussi, gamin aussi, t'étais là. En disant... Enfin, voilà, rien que le concept déjà est fou, donc c'est ça aussi Pixar, c'est des concepts qui te... Hop, dès que tu vois le concept, tu fais oh ouais, ok, déjà intéressant, et puis tout est bon, les personnages sont tous marquants, tu te rappelles de tous les personnages, il n'y a pas un seul personnage que tu as oublié dans le lot, ils ont tous une personnalité, en plus avec un doublage français, mais magistral, légendaire, tous les mots, tous les superlatifs que vous pouvez utiliser, ça fonctionne encore du tonnerre, des musiques intemporelles qui certes, on peut critiquer l'aura du chanteur, mais tout le monde connaît le thème de base de Toy Story. Oui, Charlie et Couture a quelques notes. Voilà. Et non, franchement, certes, c'est pas l'un de mes Pixar préférés, vraiment un film qui m'a touché plus que ça. Et d'ailleurs, ce sera pas forcément le cas d'un seul Toy Story, que même si j'apprécie de plus en plus, ça n'a jamais été non plus des coups de cœur absolus, bizarrement. Comme toi, j'ai quand même mis 8 sur 10. Ça va, c'est bon. C'est quand même très bien. Que 8 Bah écoute, pour moi j'ai une notation différente. Pour moi un 9 c'est vraiment extraordinaire. Et un 10 sur 10 j'en ai mis qu'une quinzaine ou une vingtaine dans ma vie. Donc parce que pour moi c'est vraiment sacré, genre c'est... Mais je suis assez d'accord que niveau émotion, moi aussi j'ai moins. C'est pas un film où je vais chialer 15 fois comme. Ah, pas celui-là. Voilà. Après peut-être que je vois déjà les scènes du 2 et du 3 et je pense qu'en les revoyant je vais faire ne pleure pas. Oui. Ça va. Voilà. C'est sûr que celui-là ne vient pas chercher la corde émotion. Il te la provoque un petit peu parce que le parcours de Buzz, tout ça est quand même plutôt réussi. Ouais, mais tu le connais pas encore assez, donc finalement t'es Oui. un... Ouais, mais quand il se rend compte qu'il peut plus voler, que du coup il est à terre et il se rend compte qu'il est machin, moi, je trouve que c'est une scène qui fonctionne encore bien aujourd'hui, Oui. un minimum. Mais voilà, c'est les bases de Pixar, on retrouve tout ce qui fera le sel de ce studio et je pense que même encore aujourd'hui, c'est un film qui, malgré quelques défauts d'animation, reste tout à fait génial à regarder. Oui, cinéphage, je t'en prie. Un très bon passage de Richard Darbois juste après, où il fait « Je suis la reine d'Angleterre ». Richard Darbois qui s'est vraiment éclaté avec Buzz l'éclair. Ah bah ça s'entend au niveau de la voix. Hein. Même, je crois que le doubleur VF de Tom Hanks s'appelle Jean-Philippe Martin, je crois, c'est ça? Je pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Qui est aussi le doubleur de Tom Cruise. Voilà, exactement. Très bon Qui doubleur. lui aussi est extraordinaire, on vous dit. Vous l'avez sûrement vu, mais si c'est toujours pas vu, foncez voir Toy Story. C'est un film qui Sincèrement, encore aujourd'hui. Non mais, si vous n'avez pas vu Toy Story... Mais tu sais, il y a plein de gens qui n'ont pas vu plein de films, ça arrive, c'est comme ça. Non mais Toy Story, sincèrement, qu'avez-vous fait de votre vie? Questionnez vos choix Je de veux vie. bien comprendre les autres. Déjà, faut aimer l'animation. Hein. C'est pas Guillaume, hashtag Guillaume. Guillaume fait son Gamin. cinéma, s'il passe par là. Gamin. Il déteste ça. Non, mais Guillaume Il aime bien adore. Ouais. Bref, Toy Story, intemporel. On passe à la suite, premier Pixar. D'ailleurs, le prochain, c'est l'un des rares Pixar où je suis même pas sûr de l'avoir vu. Ce qui veut dire il est très rare. Donc, mais bon, on en parlera. On en parlera en temps voulu. Et je dis beaucoup en temps voulu, je l'ai dit au moins 10 fois, je pense, depuis le début de cette vidéo. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Pour finir cette vidéo, on va parler
de nouveau d'un immense classique. On enchaîne. Ah là, ça aussi, on continue et on finit en beauté avec un film qui va parler aux amoureux de la baguette, du camembert, du sauciflard, enfin bref, tout ce que vous voulez en rapport à la France. Mbappé, voilà. On n'est pas trop dans la même Zizou. période, mais bref. On parle de l'une des adaptations littéraires de l'un des plus grands livres de tous les temps qui est transformé en film d'animation qui est peut-être l'un des plus grandioses de chez Disney, j'ose le dire, puisque nous allons parler du Bossu de Notre-Dame. Dans la grande tradition des classiques, son tout nouveau dessin animé, Le Bossu de Notre-Dame. Donc, le Bossu de Notre-Dame, sorti en 1996, aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est une adaptation évidemment du chef-d'œuvre littéraire de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, bien évidemment réimaginé par le studio Disney pour arriver à ce film d'animation qui se déroule, vous l'aurez compris. On parle de Notre-Dame, ça se passe évidemment à Paris, c'est logique évidemment, donc Cocorico, ça fait plaisir, Mbappé comme dirait Cinéphage. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de ce long métrage d'animation? Mais bien sûr. Donc, sorti en 1996, mais dont la production a commencé en 1993. Les studios de Paris ont réalisé 10 à 15 minutes d'animation sur le film, et pas n'importe lesquelles. Séquence d'introduction, la chanson de Frollo et le combat final. Les meilleures séquences d'animation du film. Voilà. Voilà. Même s'ils ont un peu critiqué parce qu'ils trouvaient que leur séquence avait été édulcorée. Je ne sais pas ce que ça devait être à la base, parce que je trouve que pour le coup, c'est quand même assez évocateur. Phébus est le premier héros Disney à avoir une barbe. Ah ouais? En faites ce que vous voulez, mais je pense que cette anecdote sera du plus bel effet à votre prochain dîner en société. Voilà, Phébus est le premier héros Disney à avoir une barbe. Rasé de près, mais pas assez, selon Esmeralda. La doubleuse de la volière en VO était interprétée par Mary Wickes, mais hélas, elle est décédée pendant l'enregistrement. Enfin, pendant l'enregistrement, pas pendant la séance, mais pendant le... Enfin, voilà. Et du coup, c'est Jane Withers qui a terminé le job, et du coup, ils lui rendent un petit peu hommage en VO. En VF, ça se voit pas, mais voilà. Frollo, dans le bouquin, était un archidiacre. Mais Disney, craignant quelques critiques de la part des grands puritains américains, en ont fait un juge. Voilà, comme ça évite tous les soucis. L'inspiration du personnage de Frollo, la manière dont il est mis en scène, vient du personnage incarné par Ralph Fiennes, Amundgut, dans la liste de Schindler. Voilà. Au niveau des joyeusetés, on est là. Et le film a failli être PG au lieu de G. PG, ça veut donc dire Parental Moins de 10 ans, Guidance. c'est moins de 10 ans en Donc, France. que, en fait, finalement, les enfants ne pouvaient pas voir le film. En tout cas, c'était fortement conseillé que les parents accompagnent les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y avait un moment où Frollo renifle assez fortement Esmeralda, et du coup, Disney a juste réduit le bruit. Il y est encore très légèrement, mais voilà, apparemment, c'était assez... qui en faisait un film PG, c'est qu'à un moment, dans une des chansons d'Esmeralda, elle disait le mot « sin », péché. Quoi? Attention, vos enfants peuvent Péché, avoir peur. c'est un gros mot. Mais Quand je vous dis il y en que a. quelqu'un- Il le chante On 50 écoute. fois dans Frollo, il le chante 50 fois dans sa chanson du péché. En VF, Ah, Mais c'est les Américains, c'est des fragiles, hein, sérieux, hein, désolé, mais... les Vraiment, puritains, les puritains. Les puritains, Voilà. pardon, excusez-moi. On n'a pas de problème avec les juges, au moins Non. ils comprennent. Voilà. Et donc c'est tout pour ce film, enfin, c'est déjà très bien. Et le film mais est un évidemment. succès, certes pas autant que Le Roi Lion, mais ça a été un beau succès. Et d'ailleurs, ça a beaucoup contribué au succès mondial de visite de Notre-Dame, qui maintenant est sans doute l'un des lieux religieux les plus connus dans le monde. Du monde. mais le film n'a pas été revu plein de fois suite à l'incendie. Enfin, le livre a été acheté. Est-ce que le film a été revu sur. Ah ben, je sur- pense, mais d'ailleurs, j'avais trouvé qu'à l'époque, Disney n'avait pas surfé sur la vague et aurait peut-être dû remettre en avant le Bossu de Notre-Dame. Et d'ailleurs, ce que j'avais trouvé aussi dommage, c'est qu'au concert pour célébrer Notre-Dame, il n'y avait pas eu une seule chanson de film d'animation. Moi, je l'ai entendu en vrai avec Alors, un je orchestre trouve lors que- du concert Disney 100 ans, mais après, voilà, c'est chacun son... Non. Je te jure. La Non. musique d'intro avec un orchestre. Imagine le truc. Ça fait... Oh là là, oh, oh. Ah mais moi déjà,
Déjà, en fait, si je m'enchaîne Pocahontas et le bossu de Notre-Dame, la fin de Pocahontas, je parle de mes poils, hein, comme ça. Je l'attendais en plus, je l'attendais. Il se retenait de la Oui, faire. mais hein, c'est ça. vraiment, Même en attendant, on arrive quand même à se faire surprendre. Formidable. Et le début du bossu de Notre-Dame, mais bam, pareil. Enfin, c'est des frissons. C'est formidable. Et en plus, ce début un Si peu tu regardes théâtral. si tu regardes les deux d'affilée, t'as plus de poils, c'est ça que tu dis. Mais, enfin voilà, quoi. Mais enfin, ils redescendent jamais, quoi. Et je trouve que le début avec le son des cloches sonne un peu comme les 3 coups de balai, on va dire, avant une pièce de théâtre. Voilà, on vous annonce quelque chose. Et alors, j'adore cet écran noir. On a juste ces voix, ces chants grégoriens, et on ne sait rien. Et là, on a juste le premier son de cloche, tang, et là, on voit le logo Disney. Mais c'est... Bah, tu sens bien parti, donc vas-y enchaîne, parce que là je te sens chaud, vas-y enchaîne sur... C'est un chef-d'œuvre, c'est mon deuxième Disney préféré de tous les temps. Voilà, ça c'est fait. Là encore, pourquoi? Parce que mature, parce que encore plus que Pocahontas, c'est encore plus destiné à un public adulte. Clairement, à part le personnage de la chèvre et les gargouilles, d'ailleurs, un personnage de la chèvre qui me fait beaucoup rire quand Quasimodo demande à Esmeralda si elle a eu peur et que la chèvre fait I hope I didn't scare you. Not for an instant. Voilà, ça me fait énormément rire. Je trouve que ça rend honneur au livre de Victor Hugo. Certes, ça réduit un petit peu d'impact, ça réduit un peu certains côtés durs, parce que bon, je rappelle qu'à la fin du livre, seul Phébus survit. Là, dans le livre, il n'y a que Frollo qui meurt. Spoiler. Mais je trouve que ça reste quand même assez mature. Propos, là encore, l'acceptation de l'autre qui est différent, que ce soit pour les personnes qui ont une difformité, mais aussi pour les personnes, en l'occurrence pour les bohémiens. Donc, je trouve ça assez fort. Là encore, le méchant est absolument détestable. Je trouve que Frollo est pour moi dans le top 3 des meilleurs méchants Disney ever, parce que c'est vraiment une raclure, mais à un niveau extraordinaire. Il veut exterminer. On comprend totalement pourquoi l'inspiration vient de Amangut. Hein. Il veut exterminer. Il torture les gens. D'ailleurs, il y a une séquence quand même. Arriver à faire de l'humour sur quelqu'un qui se fait fouetter, c'est quand même. Voilà quoi. Mais moi je me suis ça dit, ouais, marche. justement, c'était là-dessus qu'ils auraient pu censurer en mode oui, la séquence quand même là, bizarre. Mais au final. Non, parce que le dernier capitaine de la garde m'a beaucoup déçu. You know, my last captain of the guard was a bit of a disappointment to me. Well, no matter, I'm sure. Voilà. On se rend pour les Américains, c'est plus choquant de dire le mot péché que d'entendre un mec qui se fait fouetter et torturer quand même. Bon. Après, j'espère que vous fouetteriez mon enthousiasme. Je sais pas comment il dit. Ouais, ils disent comme ça. Mais vraiment, les dialogues de Frollo sont très finement écrits. Et avec un phrasé du doubleur. Et le doubleur est formidable. C'est le même doubleur que pour Scar. Mais je trouve que... Alors, Mélanie, t'en parlera après. Toi, t'as eu l'impression de voir Scar qui doublait Frollo. Moi, j'avoue que mon cerveau arrive véritablement bien à distinguer les deux. Oh, pareil. Attends, il dit... À un moment donné, Frollo, il dit « Vous êtes tous invités à la fête ». Et moi, ça me fait penser à « Vous êtes tous impliqués dans l'affaire ». Je me suis même pas rendu compte que c'était le même doubleur. Hein. Je suis vraiment... Ah là là, ah mais si. Déjà, quand je regardais Le Roi Lion, je voyais Frollo. Et quand c'est Frollo qui parlait, j'étais... Tu confonds les deux. Mais je confonds. Après, ils ont ce même côté héros méchant qui, par certains aspects, peut être là, tu vois. C'est « Mais je suis obligé, Quasimodo, de m'inviter à la fête. Je suis un personnage officiel. » J'adore Et parler. N'oublie pas, Quasimodo, ceci est ton sanctuaire. Enfin voilà, mais ces phrases, mais c'est formidable. Alors d'ailleurs, si vous m'écoutez, mesdames et messieurs, je rêverais de jouer Frollo. Je pense que franchement, je rêverais d'ailleurs même que... On enverra envoyer cette vidéo à Disney, si jamais ça peut les convaincre pour un petit remake, franchement, pourquoi pas. Non, parce que je pense qu'à jouer un méchant comme ça, mais ça doit être absolument délectable. Et tu verrais qui en acteur connu, s'ils font un remake? Bah, écoute, je me suis posé beaucoup la question. Alors, il y a eu des versions live action. Ce qui me semblait assez évident, c'était Salma Hayek en Esmeralda. Ils l'ont fait
C'est pas bien. C'est sorti c'est un téléfilm de 99, je crois, ou 2000. C'est vraiment pas terrible. Mais du coup, là, véritablement, je ne sais pas. Esmeralda, du coup, a les traits de Demi Moore, parce que c'est Demi Moore qui la double en VO. Donc, elle a un peu ses traits. Je sais pas. J'ai beau me dire, j'arrive pas à savoir. Il y a un projet en cours. Mais bon, on est en cours depuis 2019, alors je ne sais pas s'il arrivera. Où du coup Disney devait le remaker en live action et que Quasimodo serait incarné par Josh Gad, du coup celui qui jouait Le fou dans La Belle et la Bête. le fou dans La Belle et la Ouais. Bête. En soi, why not? Voilà. Faudrait plus de temps pour que je réfléchisse. Là, clairement, Phébus, je verrais très très bien en acteur récent Glenn Powell. Frollo, c'est quand même difficile à dire. Si, L'acteur, là, comment il s'appelle, le- l'acteur le- britannique, là attends, qui a joué L'acteur Galactus qui joue prochainement. l'acteur qui joue le nazi dans Inglourious Basterds, Christophe Waltz. Là, il faudrait Attends, moi- quelqu'un de beaucoup Attends. plus grand. mais pas assez grand. Ah, c'est pas un mec grand, par contre, il a une voix grave extrêmement... Ah, Ralph Oh. Fiennes. Ouais, voilà, lui. Il a Ouais. une voix, mais... Ça aurait été il y a quelques années, j'aurais mis Ian McKellen, tu vois. Hmm. En Frollo. Maintenant, je ne sais pas. Faudrait que je me penche sur la question, mais quelqu'un trouvera de manière évidente, mais Peut-être dans quelques années, peut-être que le moment où la vidéo sera sortie, le remake sera déjà annoncé avec le casting complet, on sait pas. mais même en actrice, à la rigueur, en actrice, on pourrait avoir une Isabella Merced pour Esmeralda. À voir. Mais en tout cas, voilà, le bossu de Notre-Dame, impressionnant, très adulte, surtout d'un épique absolument dingue. Il y a des plans formidables. Je l'ai revu hier soir et j'étais devant mon écran en disant putain, ce plan. Et c'est vrai que ce plan où tu as C'est une page Frollo devant son qui a écran qui regarde un film. qui a poussé du coup la mère de Quasimodo qui se fracasse le crâne sur le parvis de Notre-Dame, et vous avez ce plan où tu vois Frollo sur son cheval tenant l'enfant et avec le corps de la gamine. Mais c'est et Notre-Dame derrière, mais c'est absolument extraordinaire. Et puis alors, oui, je l'ai déjà dit, mais les dialogues, précision est formidable. Le jeu de séduction entre Phébus et Esmeralda, ça fonctionne de feu de Dieu. Mélanie a d'ailleurs beaucoup ri à la séquence où Esmeralda demande si elle a été atteinte par le cœur. Il dit je crois qu'il a été touché. Voilà, enfin, je crois qu'il n'est plus intact. Enfin, Mais non, mais elle lui dit la balle a failli toucher votre cœur et elle lui dit ah mais il ne reste pas intact et du coup ils s'embrassent. Voilà. Prenez des notes. C'est à ce moment-là. Prenez des... C'est à ce moment-là Je tu pourrais vois avoir la le- chèvre qui fait. D'ailleurs, ce moment de la chèvre, je sais que gamin, j'avais oublié, mais je sais que gamin, je repassais en arrière et je me le repassais à chaque fois tellement ce son me faisait me mourir de rire. Notre-Dame est magnifiquement mis en scène. Le lieu est impérial. Il apparaît démesurément grand. Oui, démesurément grand. Tu vas y arriver, ouais. Démesurément grand. Les séquences de voltige sont tout à fait réussies et annoncent d'autres séquences de voltige dans un autre film d'animation de Disney qui sont absolument dingues. Tarzan. Mais voilà, le combat final apocalyptique. Frollo qui s'en va pour tuer Quasimodo, enfin, c'est absolument épique, c'est incroyable, c'est formidable, c'est adulte, c'est mature, c'est profond. Voilà, c'est énorme. Et les chansons, mesdames et messieurs, extraordinaires, toutes. Et là encore, toutes les paroles ont une signification, ont quelque chose à dire. C'est pas libéré, enfin bref, voilà, mais c'est vraiment très, très puissant, quoi. Et ça résonne aussi dans nos cœurs d'adultes. Voilà. Petite pique au passage pour un film dont on parlera dans quelques vidéos, j'ai l'impression. Mais que je ne déteste pas, mais que je trouve trop surestimé. Alors de mon côté, tu as déjà dit le mot, mais pour moi il y a un mot qui me vient en tête quand je pense Bossu Notre-Dame, c'est épique. Mais vraiment, dès la scène, pour moi la scène d'ouverture, la scène d'intro, c'est probablement, si on retire Le Roi Lion à la limite, la meilleure scène d'intro de tout Disney. Mais vraiment, c'est une séquence... C'est même pour moi l'une des meilleures séquences d'introduction de tous les temps. Pourquoi pas, soyons fous, franchement, vraiment, parce que entre la musique, mais dès le début déjà t'en prends plein la gueule, le premier plan, pareil, d'une beauté astronomique, vraiment la cathédrale qui dépasse les nuages pour montrer à quel point elle est immense, qui surplombe le ciel et tout. Ensuite, à la découverte de Paris avec ce plan qui traverse la ville, en plus c'est magnifique là encore en termes d'animation, etc. Il y a
en une seule séquence en plus où il te raconte l'histoire de Quasimodo et de avec sa mère, etc. En fait, en 5-10 minutes, il t'a fait une séquence qui te résume tout ce que tu as à savoir, de façon épique, ludique, tout ce que tu veux. Vraiment, les 10 premières minutes sont parfaites. J'ai rien à dire, c'est vraiment du grand art. Donc Je viens voilà. de lire, déjà, l'arrière de la jaquette, il y a limite une phrase qui sous-entend une belle histoire dramatique qui nous rappelle que la vraie beauté n'est pas celle que l'on voit, mais celle du cœur. Limite sous-entendu, qui nous rappelle que les moches ont quand même un cœur. C'est affreux. L'histoire C'est- d'un homme et d'un monstre. Oh, Moi j'adore. Un monstre. maman. L'homme est-il un monstre? Le monstre un homme. Homme. Voilà. Le Ce personnage-là qui chante, c'est l'un des meilleurs persos du film. Vraiment. Ça, Clopin. Mais il fait Clopin, ouais. Il est très, très De bon. la VF de Stanley Tucci d'ailleurs. Et du coup, tout le reste du film est excellentissime. Les personnages sont là encore tous assez marquants, peut-être moins que le film juste avant, mais il y a quand même quelque chose dont on se souvient tous. Des personnages, ils sont bien caractérisés. Il y a une belle Frollo, pareil. Je pense que c'est, comme tu l'as dit, top 3 des méchants de Disney. C'est vraiment, que ce soit dans l'incarnation du doubleur, dans son iconographie, dans ce qu'il représente pour le héros, parce qu'il y a vraiment une véritable aura qui se dégage de ce personnage, et toutes les séquences chantées, où il y a limite l'enfer qui se dresse devant lui, et même la séquence finale où il devient tout rouge au niveau des yeux, vraiment ça devient un monstre, vraiment. Ah ouais, c'est La vraiment... lave qui tombe de Notre-Dame, mais Ouais. enfin, le visuel est dingue, quoi. C'est l'un des meilleurs méchants de chez Disney, il est iconique, il est parfait, vraiment il est génial. Et tout le reste du film, effectivement, il y a une magnifique chanson, il est bien rythmé, beau message évidemment sur la différence avec, en plus, à double... C'est pas que sur Quasimodo, on parle aussi du coup d'Esmeralda, effectivement, avec les gitans notamment. Et on voit d'ailleurs un passage dans la cité, comment ils appellent ça, La cour des miracles. la cour des miracles, voilà, exactement. Passage excellent d'ailleurs là encore, qui fonctionne très bien. On découvre tous ces personnages. Et honnêtement, j'ai vraiment pour le coup, j'ai quasi rien lui reproché, en fait, ce film. Vraiment, c'est... Ah oui, j'ai oublié ça du coup. Il Oui. y a 2-3 aspects techniques qui se voient un petit peu. C'est qu'ils ont voulu utiliser l'animation par ordinateur pour simuler la foule. Et faut vraiment s'attarder qu'au milieu de l'écran, parce que si vous regardez un peu sur les côtés, par exemple sur le moment de Charivari, vous allez voir vraiment des modèles 3D qui ont vraiment pris un Moi sacré j'ai vu que ça et Je l'ai pas vu du tout, je suis aveugle. On dirait vraiment Ouais. des PNJ de jeux vidéo mal faits là, mais même sur la fin quand C'est ils ça. sortent Quasimodo, tu sens que c'est des gestes. Enfin, ouais. C'est dommage du coup que je me sois focalisé là-dessus alors que le premier plan il est Mais joli. ils étaient obligés. Ils étaient obligés pour rendre la foule crédible. Et puis il y a quand même de très bonnes séquences avec de la 3D justement, parce que t'as notamment le passage chanté avec Quasimodo, il va descendre la petite, c'est pas un petit point d'eau qui descend là vers le, T'as que Duc. voilà, si t'as que du que c'était, je pense, Non, on va le dire petit ça, hein. chenou. Allez. Le petit Et du coup, il chenou. y a un plan un petit peu en 3D où tu passes derrière lui, où tu passes autour de lui. Enfin, ouais, c'est vraiment magnifique. Je pense que c'est les meilleurs plans de chez Disney, c'est quand ils mélangent la 2D et la 3D. C'est un mariage qui est vraiment, qui donne des séquences qui ont à la fois la beauté de l'animation 2D, mais avec les mouvements que permettent la 3D, qui permettent d'avoir un rendu aussi organique, tout en gardant la beauté d'une animation 2D. Non pas que l'animation 3D ça soit moche, hein, bien au contraire, il y a des films qui sont absolument magnifiques en 3D, mais c'est vrai que la 2D a un aspect assez particulier, assez unique de chez Disney. Mais voilà. Honnêtement, là je pense qu'on touche à du quasi chef-d'œuvre. C'était C'est pas. un chef-d'œuvre. C'est pas l'un des films qui, là encore, on reste dans cette idée-là, c'est pas un film qui me touche beaucoup. Genre vraiment, c'est le film qui me détruit ou quoi, qui m'émeut, etc. Après, c'est pas forcément ce que le film veut te faire, Non. c'est pas ce que le film recherche. Donc c'est pour ça que je vais pas le reprocher, parce que le film te recherche pas. Il t'aurait vraiment, tué un gentil si c'était le cas. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai aimé aussi. Après, un petit peu. la séquence où tu crois qu'Esmeralda est morte, gamin, t'y crois. Hein. Quand il est accroché, Quasimodo, à un moment donné, il est accroché. En fait, tu vois les plans sur les gargouilles. Gargouilles d'ailleurs que je pense, je peux peut-être me tromper, hein, mais j'ai l'impression vraiment qu'ils insistent sur le fait que ils n'existent pas vraiment. On est d'accord, c'est juste une imagination parce qu'il est tout seul dans sa. Oui, alors j'y ai pensé. Moi, c'est ce que j'ai imaginé en t'as- tout cas. T'as envie de te dire, c'est Ah. à la fois dans sa tête, mais elle bouge toute seule quand même.
Enfin, elles sont jamais au Bah, même je me dis endroit. que ça reste un Disney, donc ils veulent Ouais. quand même créer un personnage. En fait, c'est que je trouve intéressant, c'est que c'est un personnage, enfin des personnages qui sont là un peu pour l'humour, pour ajouter des petits personnages rigolos pour les enfants. Mais pour une fois, c'est des personnages secondaires qui ont un sens narratif. Parce que pour moi, j'ai imaginé depuis le début qu'en fait, c'est parce qu'il était tellement seul C'est dans dans sa dans sa tour qu'en fait, il était obligé de se créer des amis pour pouvoir éviter de devenir fou, en fait. Bah, c'est en fait un c'est Disney flagrant, réaliste. c'est flagrant quand il y a la chanson Gueule d'amour, là, je sais plus quoi. Où en fait, il y a Un toute gars une comme scène, ça. il y a une scène super jolie, il y a une énorme statue jolie, des fleurs, je sais pas quoi, et en fait, quand Esmeralda arrive et que du coup la chanson se finit, on voit que l'arrière-plan n'est plus du tout le même, qu'on dirait des vieux trucs par terre et Oui, qu'il a ramassé. bah, par exemple. Ouais, c'est vrai que t'as l'impression qu'il est du coup dans son délire. Mais ça renforce la double lecture qu'on peut avoir du film parce que ça marche aussi bien pour des enfants qui y verront des personnages tout à fait sympathiques et des adultes qui, pour certains, bon ça a été mon cas, peuvent voir une vision un petit peu plus réaliste, entre guillemets. Donc voilà, quasi chef-d'œuvre, je suis d'accord. Mélanie, pour finir. Oui, alors bah, je vais rien dire de plus que vous. Hein. Moi, plus je le vois, plus je trouve que c'est un banger, c'est un chef-d'œuvre. Pardon. Masterclass. En fait, c'est vraiment quand tu as envie de te faire un Disney, je pense à Bossu de Notre-Dame. Parce que, effectivement, le propos est assez adulte. Et vraiment, c'est surtout le méchant, moi, qui m'attire dans ce genre de film. C'est parce que quand t'es enfant, tu le. Ouais, ok, il est pas très cool, voilà. Mais en fait, quand t'es plus grand, tu vois à quel point il est pervers et hypocrite. Et vraiment Il malsain. tue la mère dès le début. Mais ça, c'est comme Mais une oui. scène où tu te rends compte. C'est hyper violent, effectivement. Et... Comme il manipule quasiment. Et oui, voilà, tu vois la manipulation, l'emprise qu'il a. Bon, après, il a une emprise, mais t'as Quasimodo qui fait oui, d'accord, j'irai pas à la fête, il y va quand même. Donc voilà. Après, par contre, il y a une scène qui m'a toujours mis mal à l'aise. C'est la fête des fous. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi ça tourne au vinaigre. Pourquoi d'un coup on se moque de lui C'est dans et le on le livre. martyrise. Oui, c'est dans le livre, mais c'est vraiment une ambiance bizarre. Et t'es là, t'es pas bien et tout. Et t'as C'est qu'une envie, peut-être c'est que ça se termine. C'est pour représenter peut-être le fait que les humains peuvent, en tout cas, on peut avoir un instant T où on est heureux et on fait pas attention aux différences parce que on est pris par la joie, etc. Mais dès que c'est fini, et qu'on retourne à la vie normale, entre guillemets, il y a de nouveau une sorte de haine ou en tout cas de peur de ce qui est. Pire que ça. Non, mais c'est même en fait on rigole en pensant qu'on rigole avec lui, mais en fait on rigole contre lui et on l'humilie même parce que ça fait l'activité, ça fait le spectacle de la fête et tout. Alors ça que... montre qu'en fait, il suffit que quelqu'un jette la première tomate pour que le regard du monde change. Oui, pourtant, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il montre quand même des gens horrifiés par le fait qu'on lui jette des tomates et des œufs. Et puis, c'est un effet de foule. Tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, du coup, vont suivre le mouvement. Et ça, c'est totalement actuel parce que les réseaux sociaux. Enfin, voilà, je veux dire, il suffit que quelqu'un critique n'importe qui et t'as 200 000 personnes qui vont se mettre à faire la même chose. Oui, de manière générale, dans la population, entre guillemets, t'as des gens qui agiront différemment et qui se laisseront en tout cas influencer par une autre personne, en tout cas une figure plus autoritaire. Fallait qu'il sauve Notre-Dame et la fille pour qu'enfin et on tout ce qu'il faut pas faire pour se faire accepter quand même, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Mais oui, en tout cas, les images de Notre-Dame sont magnifiques. La chanson dans Notre-Dame de Esmeralda, c'est ma préférée. Alors, j'aime pas tout ce qui est religieux, etc. Mais ce qui est bien dans le film, c'est que oui, ça parle de Dieu, tant dans la pression que ça met à Frollo que dans le cri d'espoir de Esmeralda. Mais c'est avant tout épique, comme vous dites. Et ça critique un peu la religion aussi. Hein. Bah... Dans ce que les humains vont chercher dans la religion. Parce que tu as vraiment... la chanson d'Esmeralda sous-entend clairement que les gens utilisent la religion à mauvais escient, en fait. Je veux de l'or, je veux de la gloire, je veux qu'on honore ma mémoire. Enfin, voilà, c'est... les gens, en fait, pour faire le croient à la contraste religion avec pour l'immortalité, quoi. Mais faire le contraste avec elle, petite gens qui n'a pas vraiment de domicile fixe et qui demande juste l'espoir pour tout le monde, quoi. Et un autre point aussi que j'aime beaucoup, c'est la relation Quasimodo et Phébus.
Ah ouais, très espèce d'amitié un peu taquinerie, un peu violente et tout. Ce côté où Phébus est tout gentil et Quasimodo, on sent qu'il a une puissance quand même, que vraiment il peut le casser en deux. Et enfin, j'aime bien quand la vibe. Phébus, d'ailleurs, vraiment un chic type du début à la fin. Vraiment. Ah oui, le type Alors parfait. que dans le bouquin, c'est un connard, hein, je le rappelle, mais... Il m'a fait penser, Cinéphage, tu seras le seul à avoir la référence. En termes de bonté de personnage, il m'a fait penser à Sugar, qui n'a rien à voir en termes de l'univers ou quoi, mais dans le caractère, il m'a beaucoup fait penser à ce personnage. Plus charmeur, plus dragueur quand même. Oui. Phébus, c'est un chic type, mais c'est quand même un petit fiefé coquin quand même, tu sens. Ah bah, il obtient tout ce qu'il veut, je pense, ce genre de gars. Mais, et puis, une autre... La scène, la première image de l'intro, je l'aime beaucoup, mais une autre scène de l'intro que j'aime, c'est quand on arrive dans les cloches et qu'on voit Quasimodo, on voit pas son visage, on voit rien, et on le voit tirer sur les cloches, etc. Et voilà, ça, c'est quand même assez grandiose. Voilà, ouais, c'est un de mes préférés Disney. Alors, moi, c'était un point, en fait, c'est que je l'ai revu hier soir, et à la fin, c'est rare, mais j'avais limite envie de me le relancer, quoi. Il passe tellement crème, il n'y a tellement pas une seule perte de rythme, il se passe tout le temps quelque chose. Franchement, en termes d'adaptation, certes, c'est édulcoré, mais bon, qu'est-ce que ça aurait été Oui, ils auraient pu tuer 3 personnages, oui, ils auraient pu faire en sorte que Quasimodo soit sourd, parce qu'à la base, il est sourd, mais finalement, comme pour Pocahontas, certes, ça ne colle pas à l'histoire que l'on connaît, mais c'est pour apporter un message, c'est vrai qu'il était aussi dans le bouquin, mais vraiment d'apporter un message au plus de monde possible, et je trouve qu'il le fait magnifiquement bien. Puis pour conclure, je dirais que c'est aussi l'un des Disney où il y a le plus de matière à en parler. Je dirais que vraiment, il y a tellement de choses, que ce soit dans l'utilisation de l'animation, dans l'écriture des personnages, dans le contexte historique où ça se place, dans l'adaptation du bouquin, dans tout, en fait. Vraiment, il y a tellement de choses dans ce film que limite, tu vois, là, j'ai revu une fois, je pense que ce serait limite utile de le revoir d'ici quelques mois, quelques années, pour vraiment replacer tout ça, parce que c'est vraiment un film ultra riche, vraiment qui déborde de choses à dire, et ça en fait du coup pour moi l'un des meilleurs Disney de tous les temps. Et c'est le meilleur film de Francis Lalanne. C'est vrai. Après, il a fait quoi d'autre aussi? Parce que bon... Il a fait le bossu de Notre-Dame 2, on va en reparler, c'est de la merde. Étonnant. Ah, un autre qui est moche aussi, c'est Bertrand Allan, le doubleur, ou Bernard Allan, je sais plus, mais c'est Allan, il est génial. J'ai dit un autre film très moche de Disney, c'est le bossu de... Oui. J'ai avec hâte. ce méchant. Oh, quelle horreur. J'ai trop hâte. Donc voilà, pour ce qui est de Bossu de Notre-Dame, chef-d'œuvre absolu chez Disney, que nous conseillons de voir et revoir encore et encore. Et puis voilà, pour ce qui est de cette vidéo, nous avons fini avec ces 5 films. Avant de passer à qu'est-ce qu'on aura là dans 2 semaines, flop et top, comme d'habitude. Actuellement, je vais vous donner le mien le temps que vous preniez le vôtre. De mon côté, pour ce qui est du flop, nous sommes sur la boîte à musique, puis Melody Cocktail en 4e, puis le retour de Jafar qui arrive en 3e position. Ensuite, on a Danny et Petit Mouton Noir qui reste moins bon. Et on a ensuite Peter et Elliot, le dragon. En dernière position, ça ne change pas parce que au moins Danny et le Petit Mouton Noir dure 1h20 et de Peter Elliot dure 2h. Donc c'est un peu plus compliqué. Pour ce qui est du top, il a changé également un petit peu puisqu'on retrouve en 5e position. J'hésite encore entre Pocahontas et Toy Story qui se bataillent en 5e place. Si on conduit Disney Pixar, parce que du coup on fait les deux en même temps. Voilà. C'est de là qui se battent, même si Dingo et Max c'est pas très loin non plus, parce qu'il m'a beaucoup plu également dans le lot. Décide-toi. En 4e, on a La Belle et la Bête. En 3e, nous avons Bambi. En 2e, nous avons un nouvel arrivé, à savoir le bossu de Notre-Dame. Et en première position, nous avons toujours le Royaume. Pour le moment, ça peut changer, mais je pense que c'est toujours le Royaume numéro 1. Flop 5, en 5e position à boîte à musique. En 4e position, Peter Elliot le dragon. En 3e position, Melody Cocktail. En 2e position, le retour de Jafar. Et en première position, Mélodie du Sud. Voilà. Le top 5. Le top 5 a vraiment
été chamboulé par ce soir. C'est le moins que l'on puisse dire. En 5e position, La Petite Sirène. En 4e position, Toy Story. En 3e position, Le Roi Lion. En 2e position, Le Bossu de Notre-Dame. Et en 1re position, Pocahontas. Voilà. Alors, moi, j'ai un peu tout changé. Hein. Alors, Ah oui. en flop, 5e, Taram et le chaudron magique. 4e, La boîte à musique. 3e, Peter Elliott le dragon. En 2e flop, Melody Cocktail. Et en 1er, Le retour de Jafar. Ah, il douille. Il douille. Voilà. Ah oui, non. Le top 5, en 5e, j'ai gardé La Belle et le Clochard. En 4e, j'ai mis La Belle et la Bête. En 3e, j'ai mis Pocahontas. En 2e, Bossu de Notre-Dame. Et le premier restera Le Roi Lion. Ah bien, donc vous l'avez vu, les tops On a et le flops même ont été top 3, très chamboulés. on n'est pas dans l'ordre. Oui, quasiment, oui, c'est assez similaire. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de grands clivages. Ça va arriver peut-être un peu plus tard. Alors, est-ce que plus avancer sur les flops pendant les prochaines émissions que les tops, même si on voit de très grands films D'ailleurs, en parlant de ça, transition parfaite, quels sont les films dont on parlera dans 2 semaines? Bah, toujours 5 films, ça ne bouge pas. Mais quels sont ces films? On commencera par une nouvelle suite direct ou vidéo, puisqu'on parlera en premier lieu d'Aladin et le roi des voleurs, donc 3e volet de la trilogie d'Aladin, qui semble meilleur, à ce qu'on m'a dit, mais Oui. je n'ai pas vu. Donc je n'en parlerai pas. Non mais, sans même le revoir, c'est forcément meilleur que le retour de Jafar. C'est pas compliqué. Ensuite, nous avons un classique Disney que je n'ai pas vu, pour le coup, à savoir Hercule. Là, je n'ai C'est pas vu. géant, Hercule Et dans pour le le coup, vent. vraiment, je n'ai Nanana. presque rien vu. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est une découverte, mais totale. Alors là, j'ai aucune connaissance de ce film. Ensuite, nous avons Winnie l'ourson 2, Le Grand Voyage. Dont j'ai gardé un bon souvenir, et Ouais. je me rappelle même d'une séquence émotion assez surprenante. Ok. Et est-ce que Ouais. la séquence émotion sera aussi présente sur le film suivant, à savoir La Belle et la Bête 2, Le Noël Enchanté? Je me souviens d'un long ennui. Et J'ai c'est vu moche. des images, je pense que ça va être limite expérimental comme expérience, mais bon, on va voir, ça peut être sympa. Et enfin, pour finir, on parlera d'un autre gros classique de chez Disney, à savoir, pour finir, Mulan. C'est géant. C'est énorme. C'est géant, c'est énorme, c'est incroyable. Bon, il y en a encore au moins 2 qui sauvent la mise. Comment on fait nos tops après, là? Et bah, vous vous débrouillez, hein, c'est la vie, hein, écoutez, hein, c'est comme ça, hein. On fait comme on peut. Vous voyez, on souffre pour vous, chers spectateurs et spectatrices, mais bref, on se dit rendez-vous dans 2 semaines. Merci à vous de nous avoir regardé pour cette 8e partie de rétrospective Disney. On en est à exactement 43 films sur actuellement 135. Dites-vous qu'il y en aura un petit peu plus quand cette vidéo sortira. À mon avis, on sera plus à On va 137, 138. souffrir. On voire va 140. souffrir sur les clochettes, les machins, les petits Bah bouts, oui, on va les- se taper oh là toutes les là. fées clochettes à un moment donné, ça va être sympa. Oh là On va se marrer. là. Mais c'est pour la culture, c'est pour vous, chers abonnés, on fait ça pour vous. Voilà, on est Pour toi, c'est ça public. que- Voilà, pour vous, public. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Cinéphage et Mélanie d'avoir été là, comme d'habitude, d'avoir été aussi intelligent, beau, pertinent, charismatique, comme d'habitude. Normal. Épique. normal. Épique, Épique. c'est le terme de ce Voilà. soir. Épique, et peut-être la semaine prochaine aussi avec Mélan. Bref, dans 2 semaines, pardon. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite. À bientôt. Ciao, ciao. Bye.